Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal pour un nouveau numéro de Radio Balance. Le Cardinal, c'est 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Numéro de Radio Balance consacré bien évidemment pour une grande partie à la manifestation des courses. Elle a eu lieu hier entre la place de d'Enfer Rochereau et la place Vauban, juste derrière les Invalides et ensuite des édiles. Peut-être vous allez me dire ça tout à l'heure, Gilles, peut-être vous avez rencontré des députés qui sont venus à la rencontre des manifestants, entre guillemets. On va en parler cela tout à l'heure avec Olivier de Seyssel. En attendant, il faut saluer Gilles Curins, l'arrivée en kiosque d'un titre que vous avez peut-être lu lorsque vous étiez petit, s'appelle Bilto. Bilto, lorsque le groupe Paris Turf est devenu le groupe Matchem, ça fait partie des titres, au même titre que Tiercé Magazine, qui ont été disparus. Et là, Bilto ressort en kiosque. Nous avons le plaisir de recevoir son rédacteur en chef, Frédéric Schramm. Salut Frédéric. Bonsoir à tous. C'est le numéro 1, il est en vente depuis ce matin au prix d'1,90 €. Le tirage, Frédéric Schramm, 50 000, 14 000 points de vente. Un numéro détente. On y trouve des courses, tout sur les quintets de vendredi et samedi. On y trouve une présentation des journées de Ligue 1. On parle de foot, Ligue 1 de football, Ligue 2 de football. Et ensuite, on est très détente avec des sujets d'actualité. Bien évidemment, l'actualité de la semaine, elle est à la une de Bilto. C'est Trump, il revient. Ça m'a fait penser un peu, j'ai connu ça, à la presse d'Alain Ayache et notamment à Réponse à tout et un peu à ces journaux où on avait... Gilles, il achetait d'ailleurs ça pour la page 2. La une, on avait, je pense, un spécial derrière, le meilleur qui n'existe plus. On avait la belle une. On ouvrait la page 2, on avait une belle femme presque nue. C'est pour ça que voilà. j'ai acheté. Ouais. Frédéric, la femme nue, c'est ce que j'ai cherché en premier lorsque j'ai vu la une, parce qu'on est sur un format tabloïd. La femme nue, je l'ai en page 6 ou 7. En page 14. Page 14. Il faut tourner quelques pages. Voilà, c'est bien, c'est magnifique. Bon, en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Le vrai, c'est un vrai numéro de détente, un vrai numéro de week-end pour passer du bon temps. C'est exactement ça. C'est un petit peu l'idée d'un journal qui va durer sur tout le week-end, qui en commençant le vendredi. Donc, un journal d'information, mais aussi de divertissement, avec un ton volontairement décalé, un petit peu plus audacieux, voire à contre-courant un petit peu de la bien-pensance actuelle. Donc voilà, on n'hésite pas à aller sur une ligne éditoriale assez audacieuse et polémique. Populaire, je pense que vous avez pris beaucoup des tabloïds anglais. Exactement, c'est un petit peu l'idée, les tabloïds anglais, allemands, avec des sujets divers et variés, que ce soit des sujets plus sérieux ou alors on passe dans des sujets carrément plus détente, loisirs, avec des sujets qui peuvent parler aussi bien de l'actualité internationale que des sujets sur la détente, le voyage, ou aller se faire dorer au mois de novembre par exemple. La bonne bouffe, les bonnes tables, les bonnes bouteilles, le sport évidemment, puisque là on a le derby Lyon-Saint-Etienne qui se profile ce week-end. Voilà, donc on a pas mal d'actualités, que ce soit pour les paris sportifs, pour les paris hippiques évidemment, puisqu'on a vendredi et samedi dans le journal. Et puis après des rubriques un petit peu plus légères comme l'horoscope amoureux, les blagues de la semaine, les pages de jeu. Voilà, c'est assez divers et on essaie de prendre un ton un petit peu décalé. Bon, tout ce qu'on aime. Ouais, tout ce qu'on aime. Alors, j'aimerais vous parler j'ai 2 petites remarques à faire. C'est pour Samy Boisin, notre réalisateur, parce que la playmate de la page 14, elle est brune, il préfère les blondes. C'est la première chose. Et deuxième chose, vous avez une page jeu avec des mots fléchés, ceux qu'on connaît bien, jeu des 7 erreurs. Pour le Sudoku, moyen, c'est déjà trop dur pour Samy Boisa. Donc, si vous pouviez passer à simple, ça lui rendrait service. Merci Frédéric Schramm d'être passé par Radio Balance. Ça s'appelle Bilto. On connaît tous Bilto. On a les pronostics de vendredi et de samedi. Et puis voilà, on prend du bon temps en lisant ça. Il va l'acheter, Gilles. Oui, je vais l'acheter. Ah, je vais vous donner envie. Hein. Pourtant, je ne vous ai pas montré. Hein. Non, mais tous les sujets m'intéressent. C'est vraiment c'est ce qu'on aime un peu. Il y a même des recettes de cuisine que vous pouvez vous faire par Nelly. Oui, sauf que chez moi, c'est moi qui fais la cuisine. Ah ben voilà, moi qui les ferai. Ah ben voilà, c'est vous qui les ferez. Merci Frédéric Schramm. Et puis allez-y nombreux, merci. Bon vent à Bilto. Merci Frédéric. Bon, après Frédéric Schramm, on accueille notre second invité, Olivier de Seyssel. Salut Olivier.
Salut Dominique. On le disait, on a reçu Frédéric Schramm du groupe Matchem pour le lancement. Il est le rédacteur en chef d'un nouveau quotidien. Je ne vais pas dire que c'est un quotidien hippique, c'est un quotidien loisir dans lequel on parle de course. C'est assez rare pour être souligné. C'est Bilto, un titre dans lequel que vous avez, je suppose, lu, acheté et dépouillé lorsque vous étiez jeune turfiste, Olivier. Ça vous parle, Bilto, comme Tiercé Magazine? Oui, Bilto me parle. J'ai jamais vraiment été jeune turfiste. Vous avez tout de suite été vieux turfiste. Un peu comme Barbara, qu'on salue. Mais Bilto, ça me parle, bien évidemment. Bon, voilà, c'est en kiosque. Bon, Olivier, président de la filière cheval depuis le mois de février dernier. Filière cheval, c'est quoi? C'est pas exactement un comité Théodule, c'est pas une coquille vide. C'est le groupement. Maintenant, il faut le dire, parce qu'il y a tellement de comités. La filière cheval, elle réunit les acteurs majeurs de tout ce qui concerne le cheval en France. Tout d'abord, la Fédération française d'équitation, ça n'est pas rien avec tous ces équitants, les deux sociétés mères des courses françaises, le Trot, dont vous êtes le vice-président, Olivier de Seyssel, et France Gallo, la Société française des équités de travail, parce qu'il y en a, il y a encore des chevaux dont on se sert pour travailler à droite et à gauche, et on a la Société hippique française, bien évidemment. On rayonne sur tout le cheval. Je suppose que c'est un sacré boulot, on va le dire comme ça, Olivier de Seyssel, avec beaucoup de dossiers chauds. Oui, c'est exactement ça. Vous avez bien résumé. J'ai passé cet après-midi justement avec mes collègues de la filière pour essayer justement d'aller plus loin par rapport à la manifestation d'hier, entre autres. C'est une des conclusions et le bilan que l'on peut faire, c'est qu'en dehors de la taxe, c'est aussi une pierre fondatrice d'une filière. Et hier, ils étaient présents, ils ont été impressionnés. Et derrière, il faut qu'on transforme, c'est-à-dire que la filière, il ne faut pas que ce soit que les 5 sociétés mères. Il faut que ça soit aussi le syndicalisme agricole, et il faut que ça soit l'ensemble des régions équines par les conseils des chevaux de toutes les régions. Et quand on aura rassemblé les 5 sociétés mères, les conseils des chevaux et les syndicats agricoles, eh bien, on aura la totalité de la filière et on sera pas loin de ce qu'on appelle une interprofession, c'est-à-dire que chaque grande production agricole a son interprofession. Et l'interprofession, eh bien, ça sert à tous les dossiers transversaux qui sont le transport, par exemple, la TVA, par exemple, le sanitaire, tous ces dossiers-là qui concernent l'ensemble des équités français qui sont nombreux. Olivier de Seyssel, vous êtes un homme de la terre, vous êtes éleveur de pur sang. On connaît Vauban et de trotteurs. Je crois que vous avez 3 poulinières. Il n'y a pas de jaloux chez vous. J'ai 3 poulinières de chaque. Voilà, ouais. C'est ça. 3 poulinières de chaque. Pas de jaloux chez vous. Dont au galop avec mon entraîneur qui est Philippe Decaux, parce qu'on est tous les deux à moitié sur les poulinières. Par rapport à cela, vous avez été depuis toujours l'un des membres actifs de la MSA, de votre région, qui est là. Je suis président de la MSA, qui est la Mutualité Sociale Agricole, donc la caisse de protection sociale des agriculteurs, en tant qu'agriculteur, parce que j'ai une formation, je dirais, au niveau agricole de syndicaliste, puisque j'étais président, j'étais dans les jeunes agriculteurs de ma région. Après, j'étais à la FDSEA. Et donc, j'ai un peu bourlingué dans le domaine du syndicalisme qui m'a amené aux organisations professionnelles agricoles. Et la filière, et faut le rappeler quand même, le cheval français et France Gallo sont des sociétés mères, mais sont quand même des organisations professionnelles agricoles. Justement, par rapport à cela, les premiers dossiers que vous avez en tant que président de la filière équine eu à traiter, bien évidemment, c'est l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Il y avait aussi un dossier chaud qui, pour nous, est un peu un marronnier. C'est la fameuse TVA à 5,5 ou à 10 que l'on n'a pas dans les courses, mais qu'on a à 5,5, on ne parle pas de 10, voilà, on veut le grand saut, de 20 à 5,5, voilà. Comme on l'avait auparavant. Alors, l'équitation l'a eu, nous on ne l'a pas, et c'est bien dommage, parce qu'à l'époque, l'équitation a su se mobiliser, a su descendre dans la rue, comme l'ont fait les courses hier. Est-ce que, justement, ce combat de la TVA par rapport aux nouvelles lois fiscales qui nous sont annoncées et contre lesquelles les courses ont manifesté
hier, je le disais, entre d'Enfer et la place Vauban. Est-ce que ce dossier de la TVA, il va pas, finalement, c'est plus le problème du moment? Non, je crois justement au contraire. Que tout Le est dossier lié? de la TVA a marqué des points hier. Je vais vous dire, il y avait, je rappelle qu'on est parti quand même d'un dossier, d'un amendement des écolos à 80 millions, mais on est parti aussi d'un amendement qui était pour annuler ce que vous venez de rappeler, ce qui avait été acté pour le sport et l'éducation sportive, c'est-à-dire les clubs hippiques, mais pas pour l'élevage. La SHF, la TVA, elle est à 20% aussi pour l'élevage. C'est pas que pour les courses. Et c'est pour ça que c'est un dossier filière. La FFE a obtenu par le biais du sport la TVA à 5,5 l'année dernière, et du coup un amendement a été aussi déposé pour revenir à 20%. Donc on a d'abord au niveau de la filière, on est intervenu par rapport à cet amendement qui a été supprimé, qui n'a pas été repris. L'amendement de 80 millions a été supprimé, mais a été repris par un amendement du gouvernement à 30, c'est pour lequel on manifestait. Et quand je vous dis, c'est par rapport à la TVA à 5,50 pour le reste de la filière, c'est-à-dire que ça soit aussi l'élevage et pour les courses, quand je vous dis c'est loin d'être abandonné et ce qu'on a fait hier est un atout, tout simplement parce qu'on a prouvé, et ça a été le vrai bilan d'hier, c'est qu'il y a eu une mobilisation extraordinaire et on a eu, grâce à la filière morte, des retombées médiatiques comme on n'a jamais eu. Et on a fait comprendre à des parlementaires, mais aussi à beaucoup de médias, comment était financée notre filière. Et que le PMU n'était pas un organisme de jeu ordinaire, que le PMU était un GIE au service d'une filière agricole. Et donc, grâce à cette manifestation, on a fait comprendre à l'ensemble de la population, mais à l'ensemble des parlementaires, que vraiment les courses étaient une filière agricole. Et demain, quand on va redéposer, parce qu'on va le redéposer, on va se rebattre, j'ai un rendez-vous au ministère de l'Agriculture la semaine prochaine au niveau de la TVA, on va continuer à se battre. Il est évident que dans l'esprit, dans la récession actuelle, je ne suis pas allé au niveau, en tant que président de la filière, dire au gouvernement, il faut absolument qu'on vienne sur la TVA, ça va coûter 50 millions d'euros à l'État. C'était pas le jour, c'était pas le moment, mais on reviendra là-dessus. Et j'ai de très bons espoirs demain ou après-demain d'obtenir cette TVA à 5,5% parce qu'on a des arguments. Avant la dissolution, j'avais rencontré Matignon, j'avais rencontré Bercy, j'avais rencontré le ministère de l'Agriculture. Les collaborateurs nous entendaient et entendaient nos arguments et comprenaient nos arguments. Et grâce à la manifestation d'hier, on a prouvé qu'on était une filière agricole. Et ça me donne de l'eau à mon moulin, je vous le garantis. On parlait de la manifestation, Gilles Curins, vous y étiez, en camion, chauffé, conduit par un ami. Il en a fait une partie à pied. Oui, c'est vrai, il descendait du camion pour fumer une cigarette, c'était surtout ça. Merci, il n'a pas marché beaucoup. Gilles Curins, on avait hier, c'est Thibault Lamarre qui était à la manœuvre, a annoncé 10 000 manifestants. On n'a jamais été 10 000 en même temps, on a peut-être été 10 000 par à coup parce qu'il y a toujours des gens qui partent en avance et ceux qui arrivent en retard. Et inversement, on était, je pense, entre 6 et 8 000, sans doute le bon chiffre. La police a annoncé 2002. Oui, la police a annoncé 6, on annonce 10, peu importe à la limite. En tout cas, on était très nombreux, il y avait beaucoup de jeunes. Et il y avait surtout l'ensemble de la profession. C'est ça qui était frappant. Que ça soit du trot, du galop, mais il y avait des maréchals ferrants, il y avait des collaborateurs de nos entreprises, que ça soit du trot, du galop, des sociétés mères ou filles. Il y avait des gens qu'on n'avait jamais vus. Et c'est ça qui faisait chaud. En tout cas, c'était festif, tout le monde était là, on était content de se retrouver parce que c'est la première fois depuis 2017.
Et la grève contre le mouvement contre le live betting, c'est la première fois depuis 2017 que la profession était réunie comme un seul homme. Trop galop obstacle. Filière morte, vous le disiez, pas pour tout le monde. Il faut quand même souligner que certains n'ont pas trop joué le jeu, mais on est dans un pays de liberté. Et si The Turf veut prendre des paris sur les courses étrangères, le jour où on lui demande de ne pas le faire, c'est le droit de The Turf. Finalement, on est dans une société économique libérale. C'est pas raison que ça change. Il y a des syndicalistes, on pense à Pierre Belaïch, qui était contre la grève, estimant que c'était un manque à gagner pour la filière entre 2 et 4 millions. C'est son droit de le penser, c'est son droit également de ne pas venir. Ce que je veux vous poser comme question, mon cher Olivier, c'est que une taxe supplémentaire sur le pari hippique, nécessairement, ça va être moins d'argent pour la filière, ça va être moins d'enjeux, puisque à l'arrivée, c'est toujours le consommateur et donc pour le coup le parieur qui va être taxé un peu plus. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, vous, en tant que président de la filière équine, mobiliser les équitants, justement, qui est quand même une population importante en France. Je crois que la Fédération française d'équitation, c'est la 3e fédération sportive en France, m'arrêtez si je me trompe, dans le sens où... C'est 700 000 licenciés. Voilà, c'est une grosse fédération, dans le sens où, finalement, les courses font aussi vivre la Fédération française d'équitation via le fonds éperon, qui est un prélèvement sur les jeux. Moins d'enjeux, c'est moins d'argent pour le fonds éperon. Donc, c'est aussi les équitants qui trinquent. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de réunir, d'aller sur cette manifestation des courses, qui a été une réussite absolue, au-delà et de faire venir des gens de l'équitation? C'est ma question. Au président de la filière équine. Dominique, très, très clairement, qu'on ait été 6 ou 10 000, ça n'aurait pas changé grand-chose. On a marqué la réussite, le coup. Elle est là. Voilà. La réussite, elle est médiatique. Moi, ce que je note quand même, c'est que nous avions le président de la SHF qui était présent. Il y avait des gens de la SHF qui étaient présents. Il y avait le directeur général de la FFE qui était présent. Ils sont d'ailleurs, entre parenthèses, en pleine campagne électorale. Ils ont des réunions tous les jours et tout ça. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas du milieu agricole, qui sont du côté vraiment sport et autres. Mais il y en a beaucoup qui sont attachés à la FFE, qui sont aussi du milieu agricole. Et le président de la SFET était malheureusement opéré ce jour-là, mais était à nos côtés, m'a téléphoné le lendemain pour me féliciter de cette manifestation. Il m'a dit je suis content. Il sortait de la table d'opération presque. Ces gens-là sont derrière nous et ça c'est une première. Et puis je rajouterai autre chose. C'est que le président de la FNSEA ne pouvait pas venir parce qu'il avait une autre réunion à l'autre bout de la France, mais il a envoyé quand même le secrétaire général de la FNSEA, qui n'est pas un éleveur de chevaux, mais qui reconnaît, et il l'a dit publiquement, il reconnaît notre filière comme une filière agricole importante, et il a souhaité être présent. Ils sont venus plusieurs. Il y avait aussi la présidente de la FNC. Il y avait beaucoup de monde, autre vraiment que les gens des courses. Donc vous êtes en train de répondre à ma question en me disant... On aurait pu amener les clubs hippiques, non, mais vous êtes comme ça. Je suis pas sûr qu'ils soient venus. On aurait fait 500 ou 1000 personnes de plus, mais ça ne changeait rien. C'est une réussite. Toute la filière était... En tout cas, pour vous, tous les membres, toutes les composantes de la filière équine étaient présents hier à la manifestation parisienne. Exactement. Alors, on parle Olivier de Seyssel, de 30 millions de prélèvements supplémentaires sur le pari hippique. Lorsque je regarde les résultats du PMU, on annonçait en début d'année un budget prévisionnel à un plus 2%, on est à un moins 3%. On annonçait un résultat net qui sera reversé à la fin de l'année aux sociétés de course France Gallo et celle dont vous êtes le vice-président, le Trot, de mémoire 851 millions. On sera sans doute à la fin de l'année à 820 millions, c'est-à-dire que cette année, il va manquer 31 millions d'euros dans les caisses. Pour 30 millions d'impôts supplémentaires, on met les gens dans la rue. Pour 30 millions de résultats nets qui ne pourront être versés cette année par le PMU à ces deux actionnaires que sont le Trot et le Gallo, qu'est-ce qu'on fait? On brûle Longchamp, on va brûler Vincennes. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes conscient que quand même on a un vrai problème de baisse de chiffre d'affaires et qu'on a quand même un PMU qui est amorphe, atone et qui, pour le parieur, ne travaille pas dans le bon sens?
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On se retrousse les manches et la balle est dans notre camp. Je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est le boulot qui est fait actuellement par les présidents des sociétés mères et par le PMU et son CODIR. Vous avez complètement raison. On a une clientèle qui est vieillissante, ça tout le monde le dit. On n'a pas su nous renouveler, c'est une évidence. On a besoin de nouveaux jeux pour attirer des jeunes, pour attirer une nouvelle clientèle. En clair, on a besoin de nouveaux clients. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites par les sociétés mères. Je pense particulièrement à France Gallo avec les jeux d'X, avec des choses comme ça et tout ça. Mais c'est un plus, mais il faut pas se leurrer. C'est pas ça qui va changer. Si vous voulez me faire dire qu'il faut changer le président, la directrice du PMU. Je ne suis pas sûr que cela soit si simple et que cela soit la solution. On l'a d'ailleurs déjà essayé, puisqu'il y a eu un certain nombre de directeurs qui se sont succédés. Moi, ce que je vois du côté de ma lorgnette, parce que je ne suis pas au conseil d'administration du PMU, je ne connais pas tout du PMU, j'essaye de m'appliquer dans la filière, c'est déjà pas mal. Ce que je peux vous dire, c'est que les présidents des sociétés mères en sont tout à fait conscients et essayent d'avancer et d'innover. Actuellement, aujourd'hui, il y avait un amendement à défendre, qui est un amendement sur C'est un amendement important, voilà. qui peut être une solution. Je ne sais pas si c'est la solution miracle, mais en tout cas, ça peut être une solution. Je vais vous expliquer pour amener une nouvelle clientèle. Laissez-moi expliquer de quoi il en retourne. Il n'est pas favorable, mais par contre, l'Assemblée nationale et le Sénat aujourd'hui a voté pour. Voilà. Donc, c'est déjà un premier pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que je vois ce que fait le président Barjon. Moi, j'ai connu plusieurs présidents. Je peux vous dire que s'il y a des moments où je suis pas d'accord avec lui sur le PMU, je suis impressionné qu'il mouille la chemise. Il essaye d'avoir des idées, qu'il essaye d'aller voir ce qui se fait à l'étranger. Il met souvent le doigt où ça fait mal au PMU. Et il essaye de faire bouger les choses. Maintenant, c'est compliqué. Je suis pas toujours en accord avec lui. Il y a des choses, par exemple, sur la visibilité, la communication. Je pense que on a fait une énorme erreur, c'est qu'on a disparu du paysage audiovisuel. Quand je dis je suis pas tellement d'accord avec lui, je suis déjà de nouvelles négociations sont en train de s'ouvrir. Par rapport à cela, lui pense que les télévisions classiques type TF1, Antenne 2 ou autre, c'est fini et que c'est Antenne 2, c'est fini, Olivier. Plus ça. Allô ? Oui, on est là, Olivier. Ouais, et moi je pense au contraire qu'il faut à nouveau être présent dans le paysage audiovisuel. Que l'on ne puisse plus voir sur ces grandes chaînes l'arrivée du Quintet tous les jours avant le 20h ou après le 20h, c'est quelque chose de très dommage. Moi, j'ai connu une période où on s'est fait virer des chaînes classiques parce que, soi-disant, les gens quittaient la chaîne quand c'était le moment du Quintet et que ces chaînes étaient très demandées, ce créneau horaire est très très demandé, ce qui n'est plus le cas maintenant. Il nous accueillera à bras ouverts et je pense personnellement qu'il faut mettre le paquet en termes de communication et surtout sur ce paysage audiovisuel pour pouvoir retrouver une clientèle parce que je pense qu'on est complètement absent. Dites-moi, mon cher Olivier, vous êtes l'aîné, je crois que vous êtes l'aîné d'une famille. Le Benjamin, c'est un certain Arnaud de Seyssel qu'on salue. Je sais qu'il nous écoute, même s'il refuse de dire qu'il écoute Radio Balance. Est-ce que lorsque l'on parle du PMU... Les déjeuners de famille ne sont pas toujours j'imagine. Ils font beaucoup de bruit. Hein. Ne m'invitez pas. Mais je pense que pour avoir discuté avec vous, je pense que concernant la gouvernance du PMU, celle que l'on connaît actuellement, vous n'êtes pas trop sur la longueur d'onde. France Gallo me semble assez satisfait de ce qui se passe. Vous, pas du tout. Si je vous dis ça, vous allez acquiescer. Joker.
Joker, ouais, mais bon, personne n'est dupe. Si vous voulez me faire dire que je verrais mieux la directrice générale du PMU à 100% au PMU et pas forcément à Decathlon ou à Canal+, je vous l'accorde. Là-dessus, nos déjeuners sont pas toujours d'un... J'en ai parlé encore hier avec Arnaud qui me disait, en tant qu'entrepreneur, je comprends très bien que la directrice générale du PMU aille siéger dans les conseils d'administration de Decathlon, au conseil de surveillance de Canal+, oubliant quand même qu'on n'est pas exactement une société, que le PMU n'est pas une société comme les autres. Ce n'est d'ailleurs pas une société, c'est un groupement d'intérêts économiques. On n'est pas une société du CAC. Nos actionnaires ne sont pas des gens exactement comme les autres. Et quand on n'est pas dans le CAC, on ne va pas siéger dans des entreprises du CAC. Il ne faut pas tout mélanger, je pense. Moi, vous savez, je suis un paysan terre à terre où je suis pas un grand entrepreneur, j'ai peut-être pas la même vision. Mais en tout cas, moi, j'ai une vision terre à terre qui faut se consacrer. Qui est assez proche de la mienne, finalement. Mon cher Olivier. Dites-moi, Olivier, après la manifestation d'hier, on s'est tous réunis à la place Vauban, il y a eu des prises de parole, notamment de celui qui a été la cheville ouvrière aux côtés de François-Xavier de Chevigny, Philippe Aucampré pour les propriétaires, et Stéphane Meunier, et j'en oublie sans doute d'autres, c'est Thibault Lamarre. Vous avez rencontré des députés à la suite de cette manifestation, je pense que vous en étiez. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'on aura 0% de taxation supplémentaire sur le pari hippique demain ? Alors, optimiste beaucoup plus que je l'étais avant, ça c'est sûr. Mais on peut pas, faut pas vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Aujourd'hui, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le texte arrive au Sénat. Sans aucune taxe supplémentaire pour le Sénat qui est un peu plus proche des courses par rapport à sa couleur politique que ne peut l'être l'Assemblée nationale, on est bien d'accord. Oui, mais le texte arrive du gouvernement en l'état, c'est-à-dire qu'il arrive avec les amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationée. Notamment ceux de Mme Bagné et de Monsieur... aucune taxe supplémentaire pour les courses. À part les taxes de la hausse de la pub, on y reviendra. Mais ça, rien n'empêche au gouvernement de remettre un amendement au Sénat. Le ministre, on comprendrait mal Laurent quand même que Saint-Martin, qui nous est plutôt favorable, avec un nom pareil quand même. Il l'a prouvé, qui est quand même ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. Donc, normalement, quand un ministre qui est auprès du Premier ministre, il parle aussi au nom du Premier ministre, a encore déclaré aujourd'hui que s'il y avait une taxe supplémentaire, elle serait que de 7%. Donc déjà, de 30 millions, on passe à 2. Mais ce n'est pas encore acceptable. Nous, on n'en veut pas. Donc, on est passé de 80, on est à 30. Je suis optimiste pour qu'on soit au maximum à 2. Mais je souhaite 0. Parce que quand on dit 2, il faut rajouter aussi l'amendement sur la pub, qui est passé un peu, parce qu'on était... Qui est passé à travers, on était vraiment sur l'amendement sur les taxes de jeu, parce que c'est celle-là qui représentait. Mais l'amendement sur la pub représente pour le PMU aussi 2 millions d'euros. Donc ça voudrait dire que si on prend les 7 plus l'amendement sur les pubs, on prend quand même 4 millions. D'accord. Et moi, j'ai encore espoir qu'on ne prenne rien. 4 millions, c'est ce qu'on a perdu en PBJ depuis le 1er novembre. Je vous le dis quand même, le Quintet a fait depuis le 1er novembre moins 25%, moins 4% en PBJ. C'est une catastrophe industrielle presque. Mais bon, a priori, ça n'émeut que moi et tout le monde en est content. Merci Olivier. Non, je sais pas. Dis pas ça. Non, pas vous, mais... Dominique, ça n'émeut pas que vous. On est très inquiets. C'est pas parce qu'on n'est pas qu'on ne s'émeut pas qu'on ne fait rien. On est très inquiet. Les 4 millions, c'est pas du 4 millions net parce qu'il y a quand même du report sur les jeux simples, ainsi de suite. Il y a différentes choses, mais c'est dramatique et j'en suis personnellement conscient. Et sachez, et je vais pas parler pour le président de France Gallo, mais en tout cas que Jean-Pierre Barjon, à chaque conseil d'administration, s'émeut réellement, essaye de proposer un certain nombre de choses.
et essaye de trouver des solutions. Et ça, je vous dis, je ne fais pas partie du fan club de Jean-Pierre Barjon, mais en tout cas, je suis tout à fait en phase d'abord avec lui et impressionné du travail qu'il fait par rapport à ce dossier PMU. Bon, je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Lorsque l'on est conscient et qu'on ne fait rien, on est complice. Hein. Voilà, c'est tout. Le fait est là. On ne fait pas rien. On va faire. Ouais, on va faire. À un moment donné, il va falloir se retirer les doigts du schmurz, comme on dit à la campagne. Merci Olivier de Cessel d'être venu dans Radio Balance. La semaine prochaine, on recevra des gens que vous connaissez bien, le directeur des courses du Trot, qui sera là, ici à Radio Balance au Cardinal, Guillaume Maupas, avec la directrice de la communication et du marketing du Trot, Valérie François. On sera heureux de les accueillir comme l'année dernière. Donc, vous voyez. Il va pouvoir vous parler des faux départs, alors. Les faux départs, pas seulement. On a plein de questions à lui poser parce que vous savez, il y a des dossiers chauds en ce moment. On parle de tactical landing, on a les faux départs, on a le report des courses parce que voilà, finalement, je l'ai dit, je vais le redire, les courses qui ont été annulées hier, elles ont été reprogrammées. J'ai pas de nouvelles de Marcel Borelli. J'espère que cette réunion à Marcel Borelli au Trot pourra avoir lieu. Merci Olivier. Je peux vous le confirmer parce que ça a été une décision du conseil d'administration de recourir les groupes, de recourir Marseille et finalement on va aussi recourir les autres courses que les groupes à Vincennes pendant le meeting, mais il faut les recaler sur la totalité du meeting parce que c'est des courses qui sont vraiment en concurrence, c'est des chevaux qui sont appelés régulièrement et il faut pas deux courses creuses dans ce même domaine, donc il faut les recaler sur la totalité du meeting. Mais en tout cas, les socio-professionnels qui ont fait l'effort de venir ne seront pas privés des allocations qui auraient dû être courues hier. Merci Olivier Cessel. Pour être complet, vous parliez de cet amendement qui a été pris ce soir, un nouveau pari. En fait, ce n'est pas un nouveau jeu, c'est que les députés ont autorisé la prise de paris sur des courses anciennes. On reprend de vieilles courses que tout le monde a oubliées il y a 30 ou 40 ans. On les met en offre de paris avec du live betting, c'est-à-dire que pendant la course qui dure 2 minutes 30, on peut jouer en direct qui va gagner. Ça peut être celui qui finit bien, qui est dernier au moment où on joue. Ça peut être celui qui est en tête et qui veut la faire de bout en bout. Voilà, c'est une autre manière d'appréhender les courses. Et c'est des courses qui, m'a-t-on dit, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas australien et je ne parle pas la langue, marchent assez moyennement en Australie où elles sont exploitées, les vieilles courses qu'on reprend. Elles marchent pas mal aux États-Unis, a priori, et ouvrent une clientèle qui peut éventuellement s'ouvrir sur les casinos et autres. Moi, m'a-t-on dit aussi. Moi, je ne suis pas assez compétent pour... Le joueur n'est pas un animal comme les autres. On l'aura compris. Merci Olivier Cessel d'être passé par Radio Balance. On va maintenant passer à la suite du programme. Les pronostics au trot avec vous, Gilles Curins, avec Alexandre de Koopman. Et ensuite, on aura le galop avec un petit nouveau. Merci Olivier. Merci Dominique. Bonsoir à vous tous. Ciao, au revoir. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Avant de retrouver les pronostics de Gilles Curins et de Alexandre de Koopman, j'ai le plaisir d'accueillir, je ne sais pas si c'est la première fois dans Radio Balance, Hugues Rousseau. Salut Hugues. Salut Dominique, tout va bien ? Oui, tout va bien. Personnage incontournable du trot, vous êtes directeur général d'Arcana Trot, vous êtes l'animateur du haras du Mont-Goubert et vous êtes là ce soir parce que vous êtes l'éleveur, heureux éleveur j'imagine, on va en parler, de Juchuatri, qui sera le favori du Marcel Roland ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Avant tout cela, on va dire un mot des ventes qui ont eu lieu, c'était mercredi à Deauville, vente Arcana Trot de l'arrière-saison, avec un top à 200 000, Jasmin Duvallon. Effectivement, un top à 200 000 en retard de gain, Jasmin Duvallon qui venait bien gagner à Laval. La personne qui l'a acheté envisage d'en faire un étalon, il manque un demi-point. Donc c'est la raison. C'est rien du tout. Ce qui n'est rien du tout, ce qui va, à mon avis, juste être une formalité dans ses prochaines courses à venir. Sachant que c'est un cheval qui a un pédigré intéressant, c'est un beau cheval, Royal Dream, Meredy Cash. Il va étoffer son palmarès et son propriétaire donc jugera s'il faut le retrouvera cette année ou l'année prochaine. Ce sera en fonction. Et cet été. Propriétaire non moins que Dynamique, qui est également propriétaire de Justin Ball. Ouais. Un cheval qu'on a le plaisir également d'accueillir au haras du Mont-Goubert. On va en parler justement du haras du Mont-Goubert tout à l'heure. Avant cela, autre top. Un top européen pour le coup, c'est assez rare au trot, 740 000 pour un yearling au trot. Elle s'appelle Nodessa Josselin, elle est la fille de 2 vainqueurs du prix d'Amérique, c'est la fille de Bélina Josselin et de Reddy Cash. Il n'y a pas mieux en termes de breeding actuellement, 740 000. Ça, vous avez dû avoir des frissons, mon cher Hugues, quand le marteau est tombé. D'abord, évidemment, j'écoute attentivement vos propos. On peut dire 2 choses. La première, c'est qu'on était quasiment au double du prix de réserve. Donc, c'est bien vous dire que là, la magie des ventes s'est opérée.
le principe même de la surenchère s'est opéré et seule une vente publique a permis d'atteindre un niveau d'enchère. Observons aussi que ça a été rendu possible grâce à une participation très inhabituelle et organisée savamment des clients étrangers. Et j'en veux pour preuve que l'acheteur est un Maltais et le sous-enchérisseur est un Suédois. On ne peut pas le citer, Anderstrom et Curie Courant. Donc voilà, c'est un peu tout ce travail qui est organisé par nos équipes qu'on arrive à avoir effectivement la satisfaction d'avoir fait un vrai top price, pas une imitation, et d'avoir pour une femelle doublement atteint un niveau d'enchère complètement incroyable pour le trou. Si on fait les comptes, Hugues, l'activité 2024 d'Arcanatro par rapport aux ventes qui ont eu lieu en 2023-2022, on est sur une pente ascendante ou on a un marché qui se tasse ? On n'est pas sur une pente ascendante parce que le trou a la réputation d'être un marché plutôt linéaire et stable. On avait l'année dernière fait une année record en termes de réalisation de chiffre d'affaires parce que d'abord les yearlings, le marché des yearlings s'était très bien porté. On a eu quelques opportunités sur des ventes sur des profils très particuliers, en l'occurrence ceux qui nous avaient été confiés par Philippe Allaire, des étalons prospects, et qui se sont particulièrement bien vendus. Ce qui avait d'ailleurs aussi dopé le chiffre d'affaires de la vente que nous avions fait à la même époque l'année dernière. Bon, que veut dire qu'en fait, non, il n'y a pas de, je dirais, il y a ni d'inquiétude à avoir à la baisse, ni d'observation particulière à la hausse. En termes de terre, c'est un marché stable, c'est un marché, autant le dire, domestique, et qui a encore l'avantage de se maintenir à un niveau qui me semble tout à fait acceptable, avec un bon niveau d'activité. Si j'en juge également le niveau d'activité des ventes de Caen, vous connaissez aussi, oui, et qui ont donné cette année entière satisfaction, voire même, je crois, dépasser leurs chiffres habituels. C'est plutôt rassurant. Ce qui l'est moins quand on parle des ventes, et on peut en parler également, parce que ça explique en partie les résultats qui ne sont pas fameux de cette vente cette semaine. Ils ne sont pas fameux pour deux raisons. La première, c'est que le catalogue était d'une façon très significative, chargé de juments un peu décalibrés, des poulinières en nombre important, et qui n'avaient pas réellement de profil. Et ces juments-là, malheureusement, n'intéressent plus ou intéressent pas suffisamment les éleveurs, parce que d'abord, elles ne sont d'aucune rentabilité. D'une, de deux, en plus, quand on parle d'éleveurs, il y en a de moins en moins qui font de l'élevage. Et ça, il ne faudra pas se poser la question pour. On en connaît déjà les raisons. Celle de voir une population d'éleveurs qui a vieilli, qui ne s'est pas remplacée, parce qu'on a, a priori, j'ai envie de vous dire, pas fait grand-chose non plus pour encourager les gens à faire de l'élevage. Tout ça a été savamment, donc, je dirais, organisé, et de façon d'ailleurs clairement justifiée, voulu, car on a toujours observé qu'il y avait beaucoup trop de naissances au trot. Quand on parle d'organiser, structurer un élevage, c'est pas de créer une entreprise de démolition. Si on veut rappeler des stats plutôt récentes, 12 000 naissances, 4 000 qualifiés, où sont les autres ? C'est ça. Donc je crois que c'est assez vertueux de voir le nombre des naissances baisser, le nombre des poulinières baisser. Mais ce que je voudrais pas, c'est que ce soit un phénomène irréversible, et que de le voir baisser ne sera que le début d'une lente et inexorable baisse. Parce qu'on a besoin de renouveler nos effectifs, parce que les courses ont besoin évidemment d'un nombre suffisamment de naissances pour arriver à attirer quintessence, à avoir des chevaux de qualité et évidemment veiller à continuer de faire fonctionner ce merveilleux système. Est-ce que le resserrement du nombre de poulains naissants, on est à 12 000 naissances, vous le disiez, ce resserrement de baisser, est-ce que ça peut donner plus de valeur ? On n'est pas à 12 000 naissances, on l'a été, on a même été à 14 000. On est à combien maintenant ? Là, on est en dessous des 10 000, on est plutôt aux alentours de 9 000. Et est-ce que ça se ressent dans le prix ? Que la décrue, elle est quand même elle est brutale, parce que ça s'est opéré sur les quelques dernières années. Elle s'est accélérée. Le Covid y est pour beaucoup ? Non, le Covid n'a rien à voir. Le Covid n'a absolument pas impacté l'élevage, puisque le Covid, grâce à la Fédération des éleveurs, quand on parle de celle du Guélo en particulier, avait obtenu donc, par dérogation l'autorisation des éleveurs de circuler pour faire saillir leurs juments. Donc il n'y a pas eu d'impact Covid, ou à minima, je dirais. On a déjà été très chanceux de ne pas faire une année blanche, ça aurait été dramatique. Je vous laisse deviner pourquoi. Imaginez qu'il n'y ait ni galopeur ni trotteur une même année qui ne puisse naître, puisqu'effectivement, le Covid était en pleine période en pleine saison de monte. Exactement. Ça aurait été. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'a pas été. Une catastrophe. Ça aurait été une catastrophe. Bien, donc, non, je pense qu'on a une population d'éleveurs vieillissantes qui ne se renouvelle pas. Il faudra en tirer les conséquences, ou essayer d'y remédier. Et on a, comment dirais-je, on a, il faut le dire aussi, rien qui encourage les gens, parce que si on doit parler de l'élevage des trotteurs, c'est pas un élevage qui a pour de façon criante, qui a pour vocation à faire gagner. Quand on parle de faire gagner aux gens de l'argent en élevant, ce qu'essayent d'atteindre les éleveurs, et tous sans exception, c'est d'abord de ne pas perdre. Pourquoi ? Parce que d'abord les coûts de structure sont extrêmement importants. Il y a beaucoup de sélections qui s'opèrent.
Et le marché, quand on parle du marché des yearlings, n'a aucune sorte de comparaison possible avec le galop. Il n'y a pas d'effet d'aubaine. Au trot, vous êtes content quand vous avez fait l'oseille, quand vous avez fait vos frais, quand vous vendez votre poulain. Je vais taire certaines statistiques qui sont édifiantes. Parlons du trot. On peut se faire plaisir. On peut, si on le fait habilement, ne pas perdre. Mais on est surtout très satisfait quand on a effectivement au moins couvert ses frais. Les saillies sont trop chers et chacun le sait. Donc on verra dans l'avenir comment tout ça va, comment dirais-je, intelligemment ou au moins nécessairement se rééquilibrer. L'avenir, c'est demain l'arrivée sur le marché de l'élevage d'un étalon au tirage au sort, je pense le 10 décembre, des premières saillies de Tactical Landing. Est-ce que c'est un étalon pour vous d'abord? Est-ce que c'est une bonne idée? Première question. Deuxième chose, est-ce que c'est un étalon qui est susceptible, à votre sens, de doper le marché du hurling dans 3 ans? Il n'y avait pas mille et une façons de pouvoir ouvrir à minima notre studbook comme cela a été fait dans les années précédentes. Ouvrons une parenthèse déjà en faisant remarquer qu'à chaque fois qu'on a réintroduit du sang nouveau, quand on parle de reproducteurs américains, la race française n'a eu qu'à se féliciter de progresser de même façon. Quand on parle de Workaholic, qui était premier père de mère en France, qui était un bon étalon, également père de reproducteurs, quand on parle de Florestan en son temps, et de tous les autres. Donc oui, ça me semblait effectivement intéressant de pouvoir, ou d'imaginer, ou de prendre l'initiative pour permettre à un reproducteur américain de s'exercer en France. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas d'option. Si vous voulez acheter un bon étalon américain, il vaut une fortune. Demandez le prix que pourrait être estimé, je fais comme Tactical Landing. Avant, on avait les rats nationaux qui pouvaient faire, qui était un peu une structure tampon, pour se permettre d'exploiter, d'acheter ou trouver des financements pour acheter un tel cheval. Mais là, en l'occurrence, on n'avait absolument aucune possibilité de le faire. Donc, le propriétaire de Tactical Landing qui s'autorise à offrir à la France 60 cartes de son cheval en disant voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez, vous laissez comme vous le voulez, ce sera forcément aussi au gré de prendre à contre-pied toutes nos règles habituelles, transport de semences, sperme congelé, et ça évidemment c'est rigoureusement en opposition avec ce qu'on pratique avec les trotteurs français. Moi, si vous me demandez mon avis, je pense que ce sera très bénéfique, parce qu'un cheval comme ça ne peut apporter que du plus. Il faut le faire, je ne sais pas quelle échéance dans le temps. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de faire de cet exemple. Je suppose qu'il y a d'autres propriétaires de chevaux étrangers qui pourraient aussi avoir à faire de mêmes offres. Je ne sais pas comment gère le trot ce type d'approche. Mais oui, ça va être intéressant, ça va être productif. Et je pense que quand on parle après des produits eux-mêmes de Tactical Landing, pour les éleveurs qui auront la chance d'avoir des produits de Tactical Landing, je pense que sur le marché, ça aura en plus une valeur certaine. Vous avez des top étalons dans votre haras, le haras du Mont-Goubert, installé à Beuvron-en-Auge, dans le Calvados, sur une 60aine d'hectares, hein, Hugues. Alors, c'est un peu plus grand. Voilà. C'est un peu plus grand. J'y élève des chevaux et des bovins, j'y élève des trotteurs et des pur-sang. Vous êtes à ma connaissance, sans doute quelqu'un qui fait pareil, mais peut-être pas dans. Vous êtes un des seuls à faire à la fois du bovin et des chevaux. Encore que non. Parce Alors non, ça je vous reprends. En tout cas, tous les grands éleveurs français, ils ont tous des bovins. Ils ont tous des bovins. C'est vraiment pas ceux qui, à mon avis, après la contre-pied, ce qui semble être élémentaire. Mais vous êtes l'un des rares. Pour nettoyer donc les prairies, passer derrière les chevaux et ingurgiter de façon naturelle et je dirais écologique tout ce qu'on appelle les refus donc laissés par les chevaux dans les champs. Mais d'avoir des étalons, qui officient et au plat et au trot, il n'y a pas beaucoup quand même. Non, je faut observer effectivement qu'au galop, ils sont plutôt dans leur registre et ils sont. Non, autant dire, je ne crois pas en connaître d'autres. Moi, c'est simplement d'abord par intérêt, parce que j'aime bien les galopeurs. J'en ai donc dans les deux disciplines, obstacle et plat. Là, j'ai aucune sorte d'ambition et de prétention parce que c'est inaccessible. C'est un sport de riche qui l'a toujours été, qui restera. Mais avoir un cheval comme Chouette, que nous avons donc en partenariat avec Coolmore et Haras des Tréants, ça me séduit assez. On essaie de valoriser le cheval. C'est premier en 2 ans. Bon, voilà, on verra ce que ça donnera. Je ne me prononce pas. C'est un peu tôt. Quant à l'obstacle, j'adore parce que c'est quelque chose qui est très proche dans les cycles des trotteurs. D'abord, la population des professionnels eux-mêmes est extrêmement sympathique. Les coûts de fabrication sont sensiblement les mêmes. Et les étapes de formation et d'exploitation sont sensiblement les mêmes également que les trotteurs. Bon, par contre, à contrario, il y a beaucoup de casses. Ça, on peut le déplorer. Et le marché était, pour tous les éleveurs qui le pratiquent, était intéressant ces dernières années, avec évidemment un très fort soutien de la clientèle anglo-saxonne, irlandaise. Ça, c'est en train de s'estomper. Ils sont très chargés eux-mêmes en chevaux. Et là, on va voir, puisqu'arrivent les ventes d'obstacles, donc en novembre à Arcana, je crois qu'il va y avoir des effets
des effets de correction sur les cours qui vont en faire grincer, quelques dents. Ouais. Alors, il faudra se réajuster, il faudra effectivement en tenir compte pour la suite et pour l'avenir. Vous avez 6 trotteurs, O'Hara, Aerodar, Inuit Danica. Ouais, on va surtout être bien équipés l'année prochaine parce que, bon, en tant que copropriétaire et non moins éleveur de Joshua Tree, Jean-Michel Bazir me fait le plaisir de nous faire confiance, de nous l'envoyer pour la monte. Il tenait à ce que son cheval, puisqu'il en est bien sûr propriétaire, lui-même fasse la monte en Normandie. Je rappelle qu'il est resté dans la Sarthe, les Pays de Loire. Ils ont une jumenterie, assurément, que ce soit en Mayenne, etc. Mais bon, vous êtes obligé de constater que les forces vives et le gros des troupes est en Normandie. Donc notre haras étant situé tout près de Cabourg, on est vraiment dans le cœur du Pays d'Auge. On est en plus dans un secteur où il y a beaucoup de structures qui proposent des étalons, et en premier lieu celle de Philippe Allaire, qui est donc très largement leader. On a également Jeune Diffusion, donc on est dans un secteur qui est assez porteur où les gens en plus par commodité viennent saillir puisqu'ils peuvent faire des regroupements pour les transports, etc. Donc Joshua, Justin Bold, qui est un très bon cheval, qui appartient à mon ami Eric B. On va également rentrer, et ça c'est aussi un gros motif de satisfaction, Jéroboam d'Érable, que je vois partir favori dans le Cornulier. Ce serait vraiment formidable d'avoir pour le haras un partant possible et dans le Cornulier et dans le Prix d'Amérique. On accueille également cette année Invincible Cash. Bon, lui, ce sera peut-être un peu plus compliqué, c'est sa 4e année monte. Le premier podium a l'air sympa. On a également un cheval très confirmé qui s'appelle Excellent, confilant à Brivard, dont les premiers résultats au haras sont plutôt très encourageants. Il fait des gagnants. Inuit Danica, mon cheval monté, un fils de Bocalor que les gens apprécient beaucoup actuellement. Bon, voilà, c'est des héros d'armes, fils de Reddy Cash. Nous a également confié Jean-Michel Bazir et qui saillit plutôt pas mal depuis ses débuts au haras. On l'a eu cette année, il a dû faire 95 juments, donc c'est encourageant. Et Billy. Et Billy, qui est notre fierté, puisqu'à chaque fois que je le montre à des clients ou à des gens qui visitent le haras, j'ai regardé ce cheval, il paraît rien, il a gagné 2 millions en course, ce qui est quand même pas banal. Un immense champion, Billy, qui produit d'ailleurs très bien, il fait des gagnants toutes les semaines. Nous, on a une structure de warning qui est faite sur les gagnants, donc des chevaux qui sont issus de nos étalons. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, la communication est bien faite. Moi, il fait beaucoup de gagnants. Alors, on aime, on n'aime pas. On a l'impression qu'il produit pas. Mais ces statistiques de gagnants doivent être très intéressantes. Je ne les connais pas précisément, mais il fait beaucoup de chevaux qui gagnent. Demain, vous avez 2 fers au feu dans le Marcel Laurent, je l'avais dit. Justin Bold, bien évidemment, parce qu'il fait la monte chez vous, Haras du Mont-Goubert, mais surtout Joshua Tree, que vous avez élevé. Et on va parler de Joshua Tree, une histoire de copain, parce que quand on regarde l'association, elle est assez, pas dire hétéroclite, des gens qu'on aime bien, mais c'est une histoire de copains. Ça s'est fait, alors on va être un peu la confidence rapidement sur un vrai hasard, on va dire. Ça s'est fait au bistrot, à l'ancienne. Au bistrot, non, on l'a fait aux courses de Clairefontaine. Ouais, on est un peu plus. Ouais. Donc, je dis ça parce que chez Hervé, on salue Hervé qui était chez Hervé. En fait, je souhaitais vendre ce fils de Bold Eagle dont les produits ne se vendaient absolument plus. Personne ne les regardait, personne ne les voulait, personne n'entendait plus parler du sens d'acheter un fils de Bold Eagle. Il était magnifique. Mon ami Yann Kumpen, l'animateur de l'écurie Olmenhoff, passe au haras régulièrement, s'arrête, je lui montre le poulain, je dis écoute, je pense qu'il est vraiment très beau. On peut faire fi du fait que ce soit un fils du Bold Eagle, j'ai pas d'avis, mais en tout cas, il va aller chez Jean-Michel Bazir parce que je crois qu'il n'y a rien contre les fils de Bold Eagle, il est très beau. Alors, il a convenu d'en acheter la moitié. On a appelé Jean-Michel qui a dit immédiatement qu'il était d'accord d'en prendre un quart. J'en ai gardé un quart. On part aux courses à Clairefontaine. Et là, vous croisez. À la rencontre de mon ami Yannick Coin, qui me courait une jument sur laquelle on était associés. Et j'ai dit, toi, depuis le temps que tu nous casses les doigts avec tes chevaux d'obstacle, alors tu vas faire un truc, tu vas prendre un coup d'un trotteur, au moins t'as l'air moins con. Et comment ça l'a fait rigoler. J'ai dit, en plus, il ira chez ton copain Jean-Michel Bazir. Ah, bien, si c'est ça, il n'y a pas d'histoire. Je veux bien en prendre 10%. Le cheval, je l'ai vendu 30 000 à l'amiable, c'est ce qu'il avait coûté. Donc, inutile de vous dire que pour ces heureux copropriétaires et non moins mes amis aujourd'hui, ça restera définitivement une très belle opération. Parce qu'il a été syndiqué sur la base de. On l'a ouvert à 70 000. Ouais. Alors volontairement un peu cher parce qu'on n'avait pas d'abord beaucoup de parts à vendre, pour le dire. On a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Il en restera encore quelques-unes de disponibles pour les gens en fonction de nos observations qui seront faites au cours du meeting d'hiver. Mais de toute façon, ce cheval, sans vouloir m'étendre sur le sujet, c'est un cheval hors norme. Il le sera pour tout, également pour ça. Étendez-vous, mon cher Hugues. Ça va être le favori du prochain prix d'Amérique. Je suis très détendu. Bah oui, je sais bien, mais vous m'avez donné le favori du prix du Cornulier. Le vôtre sera peut-être, si tout va bien, favori du prochain prix d'Amérique. D'abord, vous répondre que si on peut avoir la chance d'abord de courir. Le prix d'Amérique, ça reste une course un peu particulière, une course où il faut vraiment
faut déjà se qualifier. Toutes les étoiles toutes les planètes soient alignées. Il faut vraiment avoir sa chance, sa bonne étoile, pas de malchance. J'en veux pour preuve que quand on regarde ses adversaires déjà donc annoncés et principaux, on observe qu'il peut à n'importe quel moment se produire n'importe quelle connerie et en fait, et doublement pour ses chevaux de haut niveau. Quand on parle d'Orsi Dream, quand on veut parler, ça tient à rien du tout. Mais oui, c'est un rêve qui j'espère se réalisera. On avait refusé de le courir l'année dernière pour des raisons de respect du cheval, Jean-Michel, de sa jeunesse, de son manque de maturité sur le plan physique. Là, le cheval, il n'aura plus ou moins d'excuses valables sur ce plan-là. Il est en pleine forme et j'ai vraiment hâte de le voir courir demain parce que je pense d'abord qu'il va bien courir. Et c'est un phénomène. C'est vous, Jean-Michel, qui avez souhaité ne pas le courir l'année dernière pour le respecter, justement? Puis le seul qui décide, c'est Jean-Michel Bazir. D'accord. Vous n'êtes pas intervenant sur l'histoire. C'est un avis. Ouais. Et je partage complètement son avis. Et pourquoi? Parce que qui peut mieux que Jean-Michel Bazir juger si un cheval est apte ou pas courir le premier mec? On a entendu tous les gars dire ouais, ça se refuse pas, passeport. Hein, passeport pour le paradis, c'est dur de pas le valider, quoi. Hein? J'entends du sens de la remarque. Hein, j'ai toujours eu à cœur de dire, de toute façon, c'est à seul Jean-Michel Bazir de décider. Et il a décidé, il l'a fait parce qu'il respecte son cheval, il a envie de lui faire réaliser une longue carrière. On l'espère tous comme tel. Et donc, ce qui n'a pas été l'année dernière, je l'espère, le sera cette année quand on parle de 2025. Le carnet de balles est plein pour l'année prochaine, j'imagine. Écoutez, non, je vous raconte très honnêtement. Pourquoi? Parce que d'abord, les éleveurs attendent la publication du guide du 7, qui est un répertoire donc, des étalons de trotteurs français. Il sera donc annoncé à la montre, ses conditions de saillie. Mais j'ai pas d'inquiétude quant au fait qu'il sera bien sûr complet en 2025. Ça peut pas être autrement. Voilà qui est dit. Merci Grousseau d'être passé par Radio Balance. On se voit à la semaine internationale. Vous organisez le Festival du Trot durant cette semaine internationale dans le Grand Hall de Vincennes. On est d'accord avec ça? Bien entendu. Et on se croise bien évidemment en course. Je salue tous vos auditeurs. J'espère que je les ai pas trop saoulés. Non, c'est magnifique. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je pars à Vincennes. Ok, super. Un très beau cheval qui court pour ceux qui suivent les courses qui s'appelle Lionheart. Lionheart. Très bien, c'est noté. On va mettre. Gilles Curins me dit faire un signe, on va mettre. Merci Hugues. Allez, à bientôt. Merci Hugues. Allez, direction les pronos avec vous, Gilles Curins là et Alexandre de Koopman. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Merci Hugues Rousseau, on retrouve maintenant Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Éditeur d'une page hippique, on peut se procurer par abonnement, direction Facebook, votre page de Coup de Tuyau. Pour vous abonner, les pronostics sont bons, que les courses françaises. On était comme tout le monde au repos hier, repos forcé, mais ça continue tous les jours, on lâche pas le morceau, Alex. Non, écoutez, la réussite est au rendez-vous. Après, on va se battre tout l'hiver pour essayer de donner un maximum de gagnants pour nos abonnés. Voilà qui est dit. Avec nous, Gilles Curins. Salut Gilles. Bonjour Dominique et bonjour à tous. J'aurais aimé vous dire que Gilles Curins, vous l'avez entendu tout à l'heure, avait battu le pavé, mais bon, seulement d'une seule jambe. D'une seule jambe. Gilles, Avec le pied cassé, c'est pas facile. Deux os pétés. Un peu, oui, de petits os. Mais bon, on peut remercier... Charles Le Cordon qui conduisait le camion. Vous êtes monté dans le camion. Charles Le Cordon qui conduisait le camion. Comme ça, j'ai pu faire les 3/4 de la manif... dans le camion. Alors j'ai remarqué que le camion faisait des zigzags en fin de manifestation. Parce qu'il y a eu des haltes. Et pourtant, oui, on n'avait pas vu. Allez, on va parler bien évidemment de la belle réunion de Vincennes, 10 courses. Un peu comme ce vendredi soir, 10 courses parce qu'on a remis les courses de groupe, on les a dispatchées entre samedi et dimanche. Et les 4 autres courses, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette journée de revendication, de manifestation. C'est qu'on avait annulé toute la réunion de Vincennes de jeudi, plus la réunion PMH qui avait lieu, je crois que c'était à Marseille-Vivo. Borelli. Alors, je ne sais pas ce qui va advenir de la réunion de Marseille-Borelli. En tout cas, les 4 autres courses qui n'étaient pas des courses classiques ou semi-classiques, elles ont réintégré le programme. C'était l'inquiétude de certains internautes qui s'en étaient émus auprès de la page Facebook de Radio Balance via Messenger. On parlera de Borelli plus tard. On a évidemment ce samedi, Alex, un très très beau super top 5. C'est le prix Marcel Laurent, préparatoire aux grandes épreuves de l'hiver, s'il en est, avec le retour du champion décevant, puisque on ne l'a pas revu depuis son accessit d'honneur dans le critérium, c'est ça, je suis à Tri, on parle de lui. Oui, après décevant,
Bon, c'est vrai qu'on pensait qu'il était le meilleur de la génération incontesté, et finalement Josh Power qui a de nouveau créé un peu la surprise. Il n'a pas regardé quand même ce jour-là. Le cheval avait fait... Après, Joshua Tree, c'est un grand cheval qui a encore, à mon avis, une marge de progression. Voilà, là, il revient sur 2100 mètres. C'est pas forcément sa distance de prédilection. Maintenant, le cheval a bien travaillé à Vincennes. C'est quand même une très belle course. C'est logique encore de lui accorder notre confiance. Alors, c'est l'entraînement de Nicolas Bazir. Tous les chevaux de Jean-Michel sont passés sous pavillon Nicolas Bazir. J'en ai parlé à Nicolas cette semaine qui me disait non, il n'y a pas de vis caché. C'est juste que papa, comprenez, Jean-Michel Bazir, estimait que c'était le moment de me donner les clés de la voiture. On y est. Tous les Jean-Michel Bazir sont passés sous pavillon Nicolas. Celui est désormais entraîné par Nicolas. Comme est entraîné et drivé par Nicolas Destiny di Poggio, qui est peut-être, pour le coup, vous parliez de la distance, un spécialiste de la distance, une spécialiste de la distance qui est capable de donner de la répartie au champion que drive Jean-Michel. En tout cas, le chrono la dernière fois était excellent. Une 10-1 sur le parcours. Elle était que déférée des postérieurs. Là, on va défaire des 4. Elle est invaincue en France en 3 sorties dans cette configuration. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de la juger à ce niveau-là. Après, est-ce qu'elle a le niveau de Joshua Tree et de Josh Power, on verra samedi. Avant le coup, c'est pas facile à dire. Maintenant, je pense qu'elle va faire à coup sûr l'arrivée du super top 5. L'avantage avec cette Destiny di Poggio, c'est qu'elle a couru le 25 octobre, c'est-à-dire il y a un peu plus de 15 jours, alors que des Justin Power, des Josh Power, des Joshua Tree, des Justin Boll, eux, n'ont pas été revus depuis le mois de septembre. Et le critérium. Après, ils sont allés travailler sur des hippodromes. Oui, Joshua Tree a travaillé à Vincennes. Josh Power, je crois qu'il avait emmené travailler aux courses aussi. Même si ça ne remplace pas la compétition, ils vont arriver quand même en conditions avancées sur une épreuve qui est quand même un objectif pour ces chevaux-là. On va parler de 3 autres chevaux, Jasmine de Bayeul, Just Gigolo et surtout Keep Going, lauréat du surprise du critérium des 4 ans. Est-ce qu'un 4 ans face aux 5 ans dans un Marcel Laurent, ça peut le faire, Alex, pour vous? Et il a quand même été, il a fait un truc lors de sa victoire dans le critérium. Il s'est retrouvé donné au vent. C'était pas facile à faire. Après, les J sont forcément plus endurcis. On a pu lire que Mathieu Mautier avait laissé un peu décompresser également son représentant. Maintenant, lui, il est déféré des 4 pieds. Voilà, moi, je le vois plus pour des places, mais attention, à mon avis, il va pas être ridicule du tout. Jasmine de Bayeul, on manque de références cruelles sur la distance, mais on a un driver, Francky la main froide, Franck Nivard, qui peut éventuellement le porter, le transcender. Ouais, ça s'est mal passé la dernière fois. Saint-Galmier, les chevaux têtes ont bien joué le coup. C'était vraiment pas facile de revenir ce jour-là, donc je pense que cette 6e place est un peu trop mauvaise pour être exact. Mais bon, là, voilà, moi je le vois plus 4-5e. Just Gigolo, qui fut le premier leader de cette génération des J, né en 2019. Ces 4 dernières courses, on va dire, si ça avait été un galopeur, on aurait dit qu'il a couru comme un réclamé. On l'a pas vu. La dernière, c'était pas si mal. On l'a pas vu gagner. On l'a pas vu gagner. Taisez-vous, Gilles Courins. On l'a pas vu gagner depuis Argentan, critérium de vitesse sur 1609 mètres. Pour vous, vous adhérez aux propos de Gilles. Alex, c'était pas mal le dernier coup? Le problème des dernières fois, c'est qu'il est parti au galop. Donc forcément, à Mêlée-du-Maine, il part au galop. La dernière fois, à Agen, il repart au galop. Après, il est pas ridicule. Il termine à la 11 de Hookerberry. 2100 mètres, c'est quand même son sport de prédilection. Voilà, s'il faut qu'il fasse l'arrivée, pour moi, c'est sur cette distance-là. À mon avis, ce cheval-là, 2007, maintenant, où on l'a vu sur 3000 dans le critérium, c'était un peu plus compliqué. Mais ce jour-là, c'était quand même pas mal. Donc, non, il faut prendre sa candidature, à mon avis, très au sérieux pour les places. Attention, ce serait de le rayer, ce serait... Ah, il ne faut pas le rayer, c'est l'outsider de RTL. Voilà, très bien. Voilà. Parce qu'il y aura une petite cote, et avec ce numéro-là, finalement, les autres sont quand même assez mal placés. Joshua Tree, Keep Going, Josh Power, Justin Boll, tous à l'extérieur. Celui-là, la distance, il l'aime. Et il y aurait pas... ce ne serait pas un hold-up qui remporte s'il remportait d'aventure ce prix Marcel Laurent. Votre pronostic, Alex? Le 6, Joshua Tree, le 8, Josh Power, le 3, Just Gigolo, que j'ai mis 3e, le 12, Destiny di Poggio, le 7, Keep Going, donc les 5 chevaux incontournables de la course, le 14, Django Vici, l'As, Jasmine de Bayeul, et il fallait en mettre un 8e, j'ai mis le 4, Dimitri Ferme, qui fait une rentrée, mais
Voilà, après, je pense que ça va se résumer quand même à un quintet de favoris. Voilà, on va vers ça. Malheureusement, serais-je tenté de dire. Le vôtre, Gilles Curins. Alors, Josh Power. Il a fait le tour de la question, hein, Alexandre. Il a fait le tour. Voilà. Josh Power, il faut noter que Sébastien Arnaud est accidenté. Donc, il sera drivé cette fois-ci par Eric Raffin. Alors, c'est sûr qu'avec le numéro 8, c'est pas très avantageux, mais bon, c'est un super cheval. Moi, je vais le prendre en tête, Josh Power. Devant Joshua Tree. Ensuite, je vais quand même mettre Destiny Di Poggio. Elle a peu de gains. C'est vrai qu'elle a vraiment bien fait les 3 fois en France. Le 3, Just Gigolo. Et je vais garder quand même l'As Jazzman de Bayeul. D'accord. Moi, j'ai pas mis Justin Bolt, je crois. Le 9, ça m'a pas. Moi non plus. Convaincu, Moi non voilà. plus. La dernière fois, il a fait une course un peu dure et il a le 9. Il risque d'être pris de vitesse en partant avec le 9. C'est pareil, ça se retrouver reste un perché. champion qui a sa chance. Ok. Allez, 10 courses, hein, donc, parce qu'il faut en rajouter. La réunion commence un peu plus tôt qu'habituellement, 12h48. La première, un prix de série pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 51 000. Assez compliqué, Alex. Moi, il y en a plusieurs qui se détachent. Moi, j'aime bien le 10 Calofort. Je trouve que la dernière fois, c'était vraiment très bien avec les fers. Dev D4 cette fois, 2 courses de rentrée dans les jambes, ça me paraît vraiment pas mal. Le 16 4 lignes des côtés de la Duval Destin, c'était vraiment bien en dernier lieu, mais départ volté, il va falloir faire très attention. 16 au même poteau, c'est un peu mon gros bémol pour elle. Et après, il y a le 14 Coquine Jabba, 2 courses de rentrée également, c'était pas mal l'hiver dernier. Peut-être qu'elle peut manquer. Donc ma favorite, le 10 Calofort. Gilles. Ouais, ma favorite, la Duval Destin, bon, même si le parcours est un peu plus long que d'habitude. Devant le 10 aussi, Calofort, qui est vraiment performante quand elle est déférée. Et je vais prendre un petit outsider, le 9, Kismi du Livet. Bon, est-ce qu'on jette notre dévolu, Alex, dans la deuxième sur Joël Lacôte? Deux courses au monté, C'est une course très, très deux ouverte. Alors, j'ai disqualifications. pas d'informations sur Joël de la Côte qui revient au trou monté. Donc j'en ai pas fait Les moi deux ma premières fois, c'est pas priorité. bien. Je suis plutôt allé sur le 3 Joker Batman parce que Damien Bonne en meeting d'hiver, toujours prêt. Les chevaux, notamment en ce début d'hiver. Donc il est capable de faire un numéro sur ce parcours. J'ai gardé le 9 Gesolo qui a des bons chronos sur les courtes distances. Et j'aime bien le 4 Jack TJ pour une surprise. C'est la première fois qu'il est déféré derrière au trou monté. Gilles. 3-9, c'est tout. 3-9. La troisième, prix de série pour des 5 ans n'ayant pas gagné, des juments n'ayant pas gagné 76 000 euros. C'est pareil, ça tire de partout. On va peut-être parler de Mayennais là-dedans, Alex. Ouais, à mon avis, ça sent plutôt bon pour la Mayenne. Le 7 Gelnager, la dernière fois, c'était top. La deuxième course de rentrée à Laval. Première fois déféré des 4, Eric Raffin. Ça sent bon. fait partie de mes priorités de la Réunion. On a Jadot Fort, on a Joconde de Rêve, là encore Franck Leblanc à Mayennais. Il y en a même Jusqu'in Fouto, on peut peut-être faire ces 4-là. Après, il y a le 2 Java Fast aussi qui s'entend bien avec Johan et elle revient corde à gauche. Moi, je suis parti le 7 avec le 16 Jadot Fort et le 2 Java Fast. Gilles. Ouais, moi je vais juste rajouter la jument drivée par Benjamin Rochard, Jachmine de Gire, et ça fera certainement plaisir à Guillaume Covès. Pourquoi ? C'est une Pacha Dupont. C'est une Pacha Dupont ? Ah, voilà un grand étalon. Allez, la troisième, 51 000 euros, faut pas avoir gagné pour des pouliches de 3 ans. Le lot est de qualité, Alex. Ouais, franchement, il y en a un paquet qui peuvent gagner. Moi, j'aime beaucoup le 8 Louvre de Deidou parce que je trouve qu'elle a beaucoup de facilité. Et je serais pas surpris de l'avoir montée de catégorie, mais il faudra battre les pouliches plaquées. 14 Lolita Bourbon, à mon avis, elle va vraiment bien aimer ce parcours. Le 6 Levrette. Il faut prendre Levrette. Je la vois aller loin. Le 2 l'Erika Duchesne. Le 13 la Via 2. La Mata aussi, c'est une possibilité. Non, franchement, là, il faut ouvrir vos jeux. Pas facile d'en détacher une avant le coup, quand même. Gilles. Ouais, c'est une course très compliquée, évidemment. Louvre de Dédou sera la grande favorite. Elle vient de gagner vraiment bien les 3 fois. Moi, je vais rajouter le 13, la Via 2, et puis je vais prendre Levrette aussi. Ah oui, il faut prendre Levrette, absolument. Levrette, avec Johan, à mon avis, elle peut faire un numéro. Surtout qu'elle est plaquée pour la première fois. Même avec ou sans Johan, il faut la prendre. Allez, le prix du Languedoc, la 6e. 9 partants dans cette belle course avec Hinault du Lupin qui court rapproché, Alex. Ouais, où sont passés nos vieux chevaux. Seulement 9 partants dans un prix du Languedoc. C'est un peu triste, mais c'est vrai qu'Hinault du Lupin était très fort la dernière fois à Laval. Le chrono était super bon. Il va falloir quand même se méfier d'Oracle Tile, le numéro 8, qui a très bien fini dans le prix des Cévennes. Sur un bout, il peut peut-être lui donner chaud.
Oracle Tile qui n'est plus entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Non. Fini, c'est fini. Gilles. Ça, c'est une course pour Gilles Barbarin. Ouais, il les aime. Un Super 4. Bien sûr. Elle fait même partie du Big 5. Tous les jeux qu'il aime. Il y gagne jamais. Hein. Il préférerait ça que beaucoup de partants avec 5-6 émojis rouges. Il n'aurait pas été content. Ouais. Donc, c'est une course quand même qui est sympa à jouer. Il faudra toucher le Super 4. Il était assez impressionnant l'autre jour au Ractile. C'était quand même, il a quand même fait une super course. Maintenant, c'est sûr qu'Inno du Lupin, il est en grande forme. Il vient vraiment de faire impression la dernière fois. Donc, le 5 premier, Inno du Lupin. Le deuxième, je mettrai au Ractile. Troisième, It's Dollar Maker. Et quatrième, In Excess Bleu. Ouais, qui est dit. Elle est belle aussi. Hein. La suivante, c'est d'ailleurs un top 5. C'est le prix Atlantique avec des juments âgés de 6 ans et plus, 6 à 10 ans. Et il y en a une qui fait le déplacement, c'est Implore Amosa, entraîné par Jean-Philippe Duché, associé à Alexandre Abrivard. Presque un penalty, serais-je tenté de dire, mon cher Alex. Ouais, j'adore ce jument-là. C'est un peu la vedette du centre-est. La dernière fois, elle est juste battue par Egluski Sauton. Donc, ouais, ce sera en tout cas ma préférée. Il y en a une qui, pour moi, pour les donner chaud, c'est le 3 Iroise de la Noé, mais on ne sait pas trop. Elle a 2 parcours dans les jambes, mais elle reste encore ferrée, mais c'est vraiment une super jument. Et après, on peut mettre Almadamer, parce qu'Éric Raffin avait le choix des drifts dans la course. Il a préféré Almadamer, le numéro 4, le 14 Veille Propulsion, qui est toujours très fort, déféré des 4. J'aime bien également le 10 Harmonie du Rabutin, une jument qui a été longtemps écartée, qui revient bien. Gilles. Moi, je rajoute juste le 2 Idylle Express. Ah, vous aimez bien les idylles. Ça va se jouer, de toute façon, ça va être les I à l'arrivée. Les I à l'arrivée. L'Argentan, c'est la 8e. Un lot qui tient la route, encore une fois. Bon lot. Ouais, très très bon lot. Super chaud. Hamilton Duham, peut-être Alex. Pardon, Dominique Hamilton Duham, disais-je. Non, moi, je suis pas allé du tout là-dessus. Mon chouchou, c'est l'As Isofou du Chêne, qui est pour moi une nouvelle vedette pour ce meeting d'hiver. La dernière fois, il a quand même été très fort. Il rendait 25 mètres à des chevaux pratiquement aussi riches que lui. Il battait Edic Gemma, qui serait le plus riche dans une épreuve comme ça, d'ailleurs, qui n'aurait même pas le droit de la courir. Donc ce numéro 1, Isofou du Chêne, c'est un monstre. Physiquement, c'est un monstre. C'est un cheval. C'est un monstre, c'est un colosse dans sa morphologie. Un truc. Je pense que dans le moteur aussi. Ouais, il y a tout. Il y a le moteur et la carrosserie. Et on sait à peu près tout faire avec cet Isofou du Chêne. Il va falloir le battre. Hibiscus-Man, évidemment, le numéro 7, avec Eric Raffin, déféré des 4 cette fois. Et certainement le sulky américain, il avait quand même été très fort l'avant-dernière fois dans ces conditions. S'il y a que ça, s'il y a qu'Hibiscus-Man, ça devrait bien se passer pour Isofou. Non, moi, c'est mon favori, Hibiscus-Man. Ouais, bien sûr, j'étais sûr. Il retrouve le sulky américain, Eric Raffin, comme il vient de le dire. De toute façon, dès que vous voyez Raffin, vous dites oh là là. Vous êtes un fan inconditionnel de Raffin. Je suis un grand fan. Non, mais moi, c'est encore... J'ai vu d'ailleurs Eric, j'ai parlé de vous, il m'a dit j'en ai marre de lui, il fait baisser mes cotes. Oui, avec Isofou du Chêne, évidemment, c'est une première chance. Et on a parlé de la vedette du 113 tout à l'heure dans les femelles, c'était donc la jument Implore Amosa, à notre ami Jean-Philippe Bûcher. Et dans les mâles, la vedette, c'est Inato Piergi, qui sera drivée par David Becaer, qui revient à Vincennes. Donc moi, les 3 I, 7, As et 10. Avec Becaer à Vincennes, c'est assez rare. Là, la 9e avant-dernière, petit prix de série. Encore des 4 ans n'ayant pas gagné 145 000 euros. Bon c'est chevaux, si la qualité est au rendez-vous. Si, c'est des bons chevaux. C'est une bonne catégorie encore. Ouais, mais c'est une belle catégorie, je n'ai pas dit ça. 145 000 euros, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est un top 5, mon cher Alex. Je vais tenter un petit truc qui va être une cote sympa, le 10 Kyoto d'IGO. Un cheval que j'adore, qui sait vraiment aller vite pour finir. L'entraînement est en forme, celui-là. Il est déféré des 4 pieds après 2 parcours ferrés. On a mis Mathieu Abrevard, à mon avis, c'est le vrai pilote pour lui. Je le vois bien mettre tout le monde d'accord au sprint final. Évidemment, à battre le 12 Killjoy Lady, qui a vraiment été impressionnante la dernière fois avec des super chronos partiels. Le 6 Carambar, que j'adore. Je pense que c'est vraiment un Hongre promis un très très bel avenir. La dernière fois, pas très chanceux. Pour moi, la victoire va se jouer entre ces 3. Vous avez deviné, Alexandre, que l'outsider de Gilles Curin, c'est Cocotte. Non, moi j'aime bien Kevin Prince. C'est un cheval que j'avais vu gagner en débutant à Reims, qui avait été impressionnant. Et depuis, il avait fait des superbes performances. Il a passé les 100 000 de gains. Il vient de battre justement le cheval favori d'Alexandre, Kyoto Dijo. Il vient de le battre. Kyoto Dijo n'était pas déféré ce jour-là. Et puis, attention, c'est un super cheval. Et je rajoute celui qui sera sûrement favori, le 6 Carambar. Carambar. Allez, la dernière, prix de série pour des 3 ans. Il y en a pour tous les goûts. 15 partants, mon cher Alexandre.
Ouais, bon, on fera confiance au Bazir, le 5 lors du Gers. Hein. On a eu des très bons bruits à son sujet. La rentrée était bonne et en plus, c'est la première fois que le patron se met au sulky quand même. Donc, ce numéro 5 lors du Gers, favori tout indiqué. Je lui oppose le 14, Loustic de Salomax, qui va être très à son affaire sur ce tracé réduit. J'aime bien également le 4 Linaro, qui sera plaqué des 4 pieds première fois. Et le 3, le Retour Vry, qui monte de la qualité, mais qui est un peu intermittent. Pas toujours très sage, oui, ce le Retour Vry. Et évidemment, il faudra battre le 5 lors du Gers, qui est annoncé comme un super cheval. Et pour une petite cote, le 11 Led Zepp Vet. Très bien, voilà qui est dit. On a fini avec désolé, avec Eric. Avec Eric Raffin. Moins 2 points. Moins 2 points. Pour la première. Moins 2 points. Moins 2 points. Plaqué pour la deuxième. Moins 4 points. Allez, est-ce qu'on a vu les petits chevaux pour La Rochelle-Châtelaillon, Gilles? Rien vu du tout. Alex, des petits chevaux pour La Rochelle? Ouais, dans la première lasse aux Assas de Chenu, qui est une course de rentrée dans les jambes, mes premières fois déféré de l'année. Ça me paraît être pas mal du tout. En plus, on a Cyril Batty au sulky. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième course, le 3 Kenzo à 3, qui peut répéter sa victoire des Sables d'Olonne. Tu fais le couplet avec le 2. Il y a un bon lot de poulains. Le 5, le Dollar Maker, qui a un gros moteur, faut pas qu'il tire. À battre le 6, Leader à tout, qui sera à nouveau plaqué. Dans la cinquième, il y a le 6, Injustice Brickell avec le 2, Géraud de Fitz à reprendre. Le 11, Jet et le 10, Jack Surprise. Dans la sixième, j'aime bien le 10, Kingdom. Première fois déféré des 4 pieds, un cheval très intéressant. Si vous voulez mettre une grosse cote dans votre multi, le numéro 9, Kinshasa Siga. Dans la septième, le 5, Aikido, qui remplit la distance 7 fois. On a un groupe 3 dans la dernière. Hein. Ça va se jouer, à mon avis, entre le 3, Icar de Fitz, et le 6, Inred. Vous avez vu des choses? Non, Ricard de Fitz, j'allais dire aussi. Je pense qu'il peut battre Inred. Bon. Moi aussi. Inred, voilà, un bon cheval. Réunion 5, le Croisé La Roche. On a cette course en nocturne dans le nord, dans la banlieue de Lille. Vous avez vu quelque chose, Alex? C'est une réunion particulière. Oui, j'ai noté dans la troisième le 8, Houston de Queenie, qui est à reprendre. L'engagement est bon. Le 13, Gold de Chimay, qui revient super bien. La quatrième, chez les J, le 9, Jaguar de Lomac, le 8, Jeanne Nardal Club. La cinquième course, le 8, Kotki, qui apparaît comme un soleil. Dans la sixième, le 7, Lord de Loiron, qui n'était pas à l'aise corde à droite. On plaque à nouveau et je pense que c'est vraiment un super poulain. Dans la septième, j'aurai un partant, le 3, Isla, qui travaille bien et qui répète pas toujours en course. On a Pierre Vervan, on a un bon numéro. J'espère qu'enfin, il va nous montrer son vrai visage. Et l'autre de l'écurie? J'aime bien l'autre de l'écurie, moi. Oui. Ouais, je pense que ça, c'est la première chance de la course. Hein. L'autre cheval de Jean-Marc Cheneau. Voilà. Et dimanche, on va à Mokanchi. Qui a vu des choses à Mokanchi? Moi, j'ai noté quelques trucs. La première était compliquée. J'avais noté quand même le 2 intemporel, le 6 Inestel, le 12 incroyable talent que j'aimais bien, avec l'as image des roues. Dans la deuxième, le 5, le Joc Geloka, totalement déféré première fois, avec le 6, Géronimus Turgo, le 16, Jeff. La quatrième, le 3, Kenzo Beach, sans avoir trop de marge, mais c'est une bonne base. La quatrième course au monté, le 12, Innov de Blary, qui est un peu légèrement de classe du lot, à battre le 9, Gitan de Touchivon. Dans la cinquième, le 4, Caline de Vire, la rentrée était excellente, il faudra battre le 7, Crises et le 6, Kelly du Ménil. Il y a une belle course de poulain dans la 7e avec le 4 Leader Wing qui est invaincu chez Thierry Duval-Destin, mais je suis fan du 8, l'Obster du Bélé, qui peut pourquoi pas lui donner chaud. On a Gabi Gélormini au sulky. Également le 9, Ludo Paroyo, qui a fait impression à Saint-Malo, c'est un costaud. Et en amateur, j'ai noté le 7 Indy Debo, et là, il se bat du dos. Ah ben voilà qui est dit. L'actualité de l'écurie de Koopman, c'est quoi cette semaine, Alex? Demain, Salon de Provence, on a une bonne cartouche avec Gédéon d'RP dans la course de vieux. Dimanche, j'aurai une chance à Nancy avec Gamin du Lair qui rend la distance, mais à mon avis, il peut être dans les 3 premiers. Et j'ai également une bonne chance lundi, d'ailleurs 2 bonnes chances. Une à Lyon-Lassois en réunion premium avec Ika, une nouvelle recrue là, qui vient très bien courir 2 fois et qu'on défère cette fois. Et à Châteaubriand, en amateur, j'ai une bonne chance avec un cheval qui s'appelle Ibrahim. D'accord. C'est vous qui drivez? C'est pas moi, sinon j'aurais pas dit qu'il avait une bonne chance. Bon, voilà. Vous drivez pas, vous, Alex? Non, il m'est arrivé évidemment de sortir des chevaux, mais je pense que je suis pas très bon pour ça. Moi, il faudrait que j'essaie, je sais pas. À l'occasion, je suis doué. À l'occasion, je suis meilleur. Comme je ne l'ai jamais fait, à l'occasion, je suis meilleur qu'Éric Raffin. Peut-être. Voilà.
À l'occasion, Cordier est meilleur que Raffin. On peut pas savoir, je l'ai pas encore fait. Peut-être aller m'entraîner à Grosbois chez Franck Leblanc cet hiver. Salut Franck. Bon, Chez merci. Gilles Curens, pourquoi? Ou chez Gilles, ouais. Gilles, on est bien armé pour le meeting? Non. Non, jamais, Non. vous n'êtes jamais armé. On va Alors vous, je suis en train de prendre. en game meeting Non, mais d'Anguin, je vais jamais aller- armé. Cannes-sur-Mer, jamais armé. Et finalement, on en gagne quand même 2-3. Oui, non, Cagnes-sur-Mer, je vais être armé pour Cagnes. Enfin, Ouais. armé. Je vais aller à Cagnes avec. On salue Christopher du que j'ai Motel vu. Ascot, qui Que était là j'ai- hier à la manifestation. qui était là hier. Exactement. Et on Et- invite tout le monde à aller dormir chez Christopher quand Voilà. on va à Cagnes. On va pas au Majestic à Nice, hein, on va chez Christopher au Motel Ascot. Voilà, on fait comme ça. Hein, Alors c'est moi, pas mal. j'aurai un cheval mercredi à Mokanchi Ouais, pour la belle réunion dans la finale de finale des 5 ans. d'accord. Joker d'Ocagne. Joker d'Ocagne. Sera redrivé par Franck Nivard. D'accord. C'est pas celui qui préfère être à droite? Pas lui? Oui, c'est Ouais, lui. voilà. Mais bon, il a gagné plusieurs fois à gauche. Comment il fait alors? Ah, il a gagné à gauche aussi. Bah, il avait gagné avec Franck Nivard à la Capelle. Oui, oui, et de très belle manière d'ailleurs. Voilà. Bravo. Bah écoutez messieurs, merci beaucoup. On va maintenant parler de galop avec un nouveau venu dans l'équipe, Karl Wojciak. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, après le tronc, on va parler des réunions de galop. Il y en a de moins en moins, on en a 3 ce week-end avec la fermeture. J'avais annoncé sur RTL il y a 15 jours que celle des Critériums, c'était la dernière. Mais non, il y avait un autre dimanche, il y avait une autre réunion dominicale. Et c'est ce dimanche, avec un Z5 des familles. On ira faire un tour à Deauville. On a une réunion 100% PSF. On déteste ça. Personnellement, je déteste ça. C'est la samedi. Et on a une réunion 2 ou 3 ou 4 dimanche à Marseille-Borelli. Pour le coup, sur le gazon. Oui, là, il n'y a pas de PSF voilà. à Marseille, heureusement. Dieu nous en garde. Et alors, on fait le grand écart en termes d'âge, puisque j'ai mis Gilles Barbarin, je ne vais pas dire à l'EHPAD, il est aux courses à Deauville, donc je l'ai mise en congé. Et on accueille, c'est peut-être le plus jeune intervenant qu'on ait eu, parce qu'il fête ses 20 ans aujourd'hui. Il s'appelle Karl Wojciak, il est agent de jockey. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui même? Aujourd'hui. Ah, il est né bon anniversaire. il doit être né le 8 novembre 2004. Voilà, il s'appelle Karl Wojciak. Il vit à Amiens. Il est agent de jockey. On va en parler. Il est avec nous pour la première fois dans Radio Balance. Salut Karl. Bien, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Balance. Voilà, c'est aujourd'hui mes 20 ans. Ouais. Je suis le plus jeune agent du circuit et c'est un honneur pour moi de pouvoir participer pour la première fois à Radio Balance. Alors il va falloir être bon. Généralement la première elle est toujours bonne. Vous avez pas mal de jockeys, hein, mon cher Karl, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est exact. J'ai une équipe de 7 jockeys qui se compose de Clément Cadel et de Jordan Plateau dans le sud-ouest, Cheyenne Bands à Marseille, Christopher Rimbaud et Arthur Vilchien dans l'ouest, Sophie Chouette à Paris. Donc, et Julia Lacroix qui est chez Monsieur Legros. Donc ça fait une belle petite équipe, ça fait pas mal de boulot, mais ça permet de bosser tous les jours, puisqu'on a des courses tous les jours, on a cette chance-là. Donc j'ai un jockey dans chaque secteur. Vous avez, vous voyagez beaucoup ou on reste à Amiens et tout se fait essentiellement au téléphone? Ah non, moi je suis quelqu'un qui, parce que je peux me le permettre, puisque bon, comme on l'a dit, j'ai mes 20 ans ce jour, donc j'ai la chance de pouvoir voyager puisque j'ai pas de famille qui me retient. On sait que c'est toujours compliqué quand on a des enfants ou une femme ou même une maison. Ah, on peut sauver moi, aussi, il y en a qui le font. De voyager partout et d'accompagner mes jockeys chaque jour aux courses lorsque j'ai des partants. Voilà, Karl qu'on a rencontré le jour de l'Arc de Triomphe il y a un peu plus d'un mois maintenant. Karl qui vit à Amiens. Comment on fait pour... D'abord, est-ce qu'on arrive à en vivre? Même le nombre ne fait pas nécessairement la qualité, mais lorsqu'on n'a pas un top 10 dans sa team, est-ce que c'est un métier qui nourrit son homme quand même? Oui, c'est très compliqué d'en vivre. Personnellement, j'ai rien à payer derrière, donc ce qui fait, mis à part mon... Oui, vous vivez pour vous, vous travaillez pour vous. J'ai pas grand-chose à payer, mais c'est vrai que quand on est dans la vie active, donc quand on a une situation avec des crédits à rembourser, etc. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais voilà, il faut rien lâcher, il faut se battre pour récupérer ce qu'on peut récupérer à notre échelle, quoi, malheureusement. Mais voilà, c'est la loi du métier qui veut ça. Très bien. Karl Wojciak, qu'on retrouvera durant tout l'hiver dans Radio Balance. Karl Wojciak qui a été conseillé, qu'on le salue, par Philippe Tixier, qui est l'un de nos anciens confrères, aujourd'hui à la retraite, mais toujours passionné par les courses, puisqu'il était avec vous à l'Arc de Triomphe.
où nous nous sommes rencontrés. Allez, on va parler des courses et des chocos qui nous intéressent avec une réunion, Samy, qui tient un peu la route. Il y a des listettes, des familles. Ah oui, 4 listettes, des courses inédits. C'est une belle réunion pour finir. Belle réunion et un Z5, un top 5. Un super top 5. Le prix des boucles de la Seine. On est sur 1600 mètres. Et le terrain sera jugé à 4,6. 4,6. Il n'y a pas de pluie annoncée, mais bon, voilà, comme il fait frais, le terrain restera à ça. Donc on aura un terrain lourd et sans doute éprouvant pour les chevaux, comme souvent à Saint-Cloud en fin de saison. Est-ce que vous avez repéré le gagnant, Karl ? Écoutez, c'est un Z5 qui est, ma foi, assez ouvert. C'est un top 5 qui est assez ouvert. Alors, j'ai repéré quelques candidatures intéressantes, notamment la candidature de Avenue Montaigne, qui, je pense, ne va pas tarder à épingler une épreuve de ce calibre. J'ai aussi repéré Lord Sinclair. Lord Sinclair qui m'intéresse pas mal. On dit les numéros, Karl. Le 9, le 13. Le 9 et le 13, oui, excusez-moi. Donc, pour moi, ce serait 2 bonnes bases dans ce top 5. Après, je pense qu'on pourra associer quelques numéros comme le numéro 2, Short Final, qui adore ces pistes très souples et très pénibles. Galord également. Donc, ça nous fait pas mal de candidats à la victoire. Alors, Galord qui a déçu la dernière fois. Galord, on attendait beaucoup mieux. C'était à Saint-Cloud. C'est un cheval qui adore quand c'est pas porteur. La dernière fois, il n'a fini que 6e. Il faut bien évidemment le reprendre. Est-ce qu'il a bon pour vous, Samy Boisa? Je sais que vous aimez bien Avenue Montaigne. D'une manière générale, vous aimez de toute façon tous les graffards. Commencez pas avec ça. Non, mais si, il faut dire les choses. Non. Dès que vous voyez un graffard, vous mettez tout nu et vous commencez à faire la danse de la pluie. Donc, non. Hein, il y a 2 lignes qui s'opposent dans ce quintet. Je suis d'accord avec cette ligne de Avenue Montaigne et de Lord Sinclair. Il y a aussi le 16 Cantetche Sol qui a vraiment bien couru la dernière fois. J'aime bien Short Final, le 2, qui adore ce terrain-là, qui va bien courir à Longchamp. 3 courses à Saint-Cloud, 2 victoires, une 2e place. Et alors, moi j'aime bien. Et je reprendrai Af, le numéro 4, pour l'entraînement Smaga, qui a une course dans les jambes maintenant la dernière fois à Longchamp. Et peut-être on va être mieux cette fois-ci. Voilà. Si je vous demande un pronostic chiffré, Karl, ça donne quoi? Alors, mon pronostic chiffré, ce serait en première position le numéro 9. Avenue Montaigne. En seconde, Avenue Montaigne en première position, le numéro 9. Ensuite, j'insiste une fois de plus sur Lord Sinclair. Donc, quand on croise les lignes, c'est des chevaux qui ont déjà couru ensemble. Mais moi, c'est vraiment l'effet Soumillon-Lerner qui me fait tilter pour ce cheval. Donc, 9, 13. Short Final qui adore ces pistes que je classerai en 3e position. Derrière, on est obligé de mettre le top weight de ce quintet. Galord de là. Et derrière, je mettrai Joe Spirit. Joe Spirit, mine de rien, qui a quand même bien gagné la dernière fois en terrain lourd à Saint-Cloud ici même, qui battait Tumbler et Tigre, qu'on redécouvre également ce jour-là. De toute façon, les pierres Sigo, terrain lourd, faut pas les enlever. Et oui, la forme Sigo est phénoménale. Même encore tout à l'heure, associé à Marvin Grandin, exceptionnel. Oui. Moi, je rajouterais la bête à chagrin de l'histoire, quand même, Tumbler. À chaque fois qu'il court en ce moment, tout le monde a Tumbler en affaire. Et Tumbler ne gagne jamais. À un moment donné, c'est quand même l'une des plus belles origines, un fils de Kingman. Donc, on prend. On a Pandia Selen, je sais pas. Ça vous parle, Pandia Selen? Parce qu'en début de saison, on a gagné un quintet dans le lourd. Et puis là, plus rien. Voilà, plus d'image. En plus, pourtant, malgré à chaque fois, en ayant toujours ce terrain lourd, mais malheureusement, je trouve qu'on l'a pas. Je pense qu'avec l'âge, elle préfère des pistes qui sont quand même un peu moins lourdes. On passe plutôt sur une adhérence au très souple, je pense. Et quand tu as solo en bas de tableau, c'est rigolo aussi avec Alexis Pouchin, entraînement Paul de Chevigny. Moi, j'aime bien justement dans le top 5 avec Lord Sinclair, Avenue Montaigne. Quand tu es seul, elle avait très bien couru, était à l'arrière. De 16, et fini 4e. Donc oui, c'est une bonne chance. Voilà, on va faire comme ça, messieurs. Allez, on va égrener la réunion qui comporte 8 courses. Démarrage sur le coup de 12h48. Il ne va pas falloir être en retard. Les 2 premières, c'est des inédits. Généralement, quand on ne sait pas, on n'a que les origines. On ne nous a pas appelé pour nous donner les gagnants. Alors, dans la première ? Ouais. Comme ça, moi, j'irai sur le Mario Baratti, l'As, parce que c'est un entraînement qui est toujours en forme. Fils de Golden Horn. Voilà. Golden Horde, à ne pas confondre avec Golden Horn. On est sur 1500 mètres, ça peut éventuellement faire. Golden Horde qui était un bon cheval de vitesse. Je ne sais pas si Karl a eu des bruits. Tu as vu des choses ou écoutez, moi non, je me suis pas encore renseigné, à vrai dire. Par contre, il y a une candidature qui m'intéresse, c'est celle de Qualificar. Donc Pouchin, Fabre,
c'est un tandem qui est mine de rien intéressant et c'est surtout issu de l'OPD Vega. Donc le terrain lourd ne va pas le déranger. Après, au niveau des origines, on n'est pas spécialement bien loti dans ce lot-là. On va faire attention à cela. Dans les femelles, maintenant les 2 ans, deuxième. on avait la Rothschild, alors c'est Marquise de Nymphe, le 12, qui avait fait non partant la dernière fois pour l'entraînement de Delzangle, pour la réunion où le terrain était à 6. Et on avait vraiment des bons bruits sur ce numéro 12, donc je pense qu'on peut la reprendre. Et il y a aussi une Kazakh, alors Mimosa le 13, c'est le baron Philippe von Hullmann pour Victoria Head. Vous pouvez la refaire celle-là, baron baron Philippe von Hullmann. Oh, c'est magnifique, quel accent. Bravo. Quel accent. Magnifique. Donc c'est ça qui m'a un peu... mais le 9, le 12. Le 12, on avait vraiment des bons bruits pour ses débuts qui avaient fait non partant. Voilà, et ben voilà qui est dit. Je sais pas si Karl aussi... Vous avez vu quelque chose, Karl? J'en avais entendu parler, de là vous dire que c'était vraiment une très grosse chaleur de mon côté. J'en avais vraiment eu des bons bruits, mais quand on voit le lot quand elle était déclarée non partante, on voit que c'est pas forcément un lot bien transcendant. Il n'y a pas grand-chose qui a recouru derrière. Mais c'est vrai que si on avait eu de bons bruits en débutant de votre côté, je pense que oui, faut pas négliger. On n'a pas pu mesurer la qualité du lot puisque personne n'a recouru dans ce lot-là. Mais bon, éventuellement, on va la garder très haut, je pense, si vous avez eu de bons bruits. Il y a 2 trucs drôles dans cette course-là, c'est d'abord la tête et la queue. Tout d'abord, Francis Graffard, c'est marrant, on a peut parler. Kankura, Persian King et une fille de Dalakani. Au vu des origines, ça me paraît court en fait. C'est pour ça que j'ai pas. D'accord. Parce que pour vous, Persian King, c'est un 2000-2004. Tous ces produits sur 1005. Bon, très bien, ok. Et en bas de tableau, on a Nonesen, pareil, vous qui êtes un aficionado de Yagada Centurion, vous n'en parlez pas. Peut-être la plus... Non et Never, on jette pas, mais malheureusement la mère est pas d'Antilly qui fait des chevaux pour galoper sur le carrelage. Donc je sais pas, peut-être un problème de terrain là-dessus. Je crois qu'on a passé trop de temps pour. Ouais. Voilà. Pour ce que ça vaut. Voilà. Allez, voilà. Les vraies courses, elles commencent avec le prix Hérode. C'est la liste de la 3e 1400 mètres avec au départ des 2 ans, des bons chevaux. Je vous laisse ensemble. Je vous laisse converser. Très bien. Karl, qu'est-ce que tu as vu dans cette 3e course? C'est une course qui est pas facile du tout, mais je pense que la montre de Christophe Soumillon, Char, ça va être pas mal du tout. Ça nous vient tout droit d'Angleterre. On sait que Christophe, lorsqu'il monte des chevaux qui sont en provenance d'Angleterre, il est souvent bien assis. Donc je jetterai mon dépourvu sur ça. Oui, Char qui a très bien gagné à Kempton. Sa dernière course, on finit le poteau en avançant. C'est vraiment baladé, elle s'était envolée. Je vous invite à revoir sa course. Derrière, on peut rajouter peut-être, on reprend la ligne du 5 Glamis Road et du 7 Iron Bird. Oui, complètement. Très bien. La 4e, on est encore sur une liste 1600 mètres pour des 3 ans et plus. Moi, j'ai toujours bien aimé Mountain Sanglass, je pense à reprendre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah oui, en plus, notamment, il va quand même descendre nettement de catégorie. On voit que la dernière fois, quand il court, c'était quand même un groupe 2 à Longchamp bien composé. Il fait quand même 2e de groupe 3 à Chantilly. Honnêtement, je pense que ça va pas être, on ne devrait pas être malheureux en prenant ses bases. Ensuite, derrière, alors, on a Blue Brother le 4 qui a remporté 2 top 5, super top 5. Parce qu'on en remporte 2 de suite, c'est quand même qu'on a de la qualité. On va chercher du black type. On a Zoom, étonnamment, qui n'a pas le black type également, qui a bien gagné pour sa rentrée à Saint-Cloud. Et pourquoi pas Suchet également pour si on veut jouer il y a combien de partants? Ah non, il n'y a pas de top 4 hors dans celle-là. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, complètement. Ouais. Complètement. Et par contre, là où j'émettrais une dernière petite réserve, c'est sur le déplacement de M. Urbanek avec San Sebastian. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Et bon, si on fait un champ réduit, il faudrait éventuellement ne pas négliger sa candidature. Ouais, on voit que la dernière fois, il fait quand même 3e dans la liste de Nantes en terrain lourd. Donc l'aptitude au terrain, il l'a. Devant Future Fate, devant un lot, une belle listed, notamment Bateau Blanc aussi ce jour-là, qui faisait partie de cette épreuve. Il était battu du coup par un autre Urbanek et par un Reverso de chez Janakova. On va passer alors la 5e, on en a parlé, c'est le super top 5. La 6e, c'est une autre listed sur 2000 mètres pour des pouliches de 3 ans. On va commencer avec toi. Alors dans cette course-là, moi il y a un cheval que j'ai vraiment bien aimé la dernière fois lorsqu'il avait gagné, c'est l'Emserbat. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est un cheval qui est brave, qui met souvent son cœur sur la piste. Alors moi, c'est surtout un coup de cœur avant coup. Oui, on a l'habitude d'aller devant, il me semble avec la Sambat, si je me rappelle bien.
Oui, moi j'ai toujours bien aimé le numéro 9, Galaxy Vega. Le passage sur 2000 mètres a bien marché. En une deuxième la dernière fois à Compiègne, dans une listed. Et derrière, qui on a en fait, finalement, j'aime bien les 3 Godolphin. Alors, c'est que c'est très compliqué. Mais on a Magical Hope. Les trois aux 3 premières places, ça paraît compliqué. Mais Magical Hope avait vraiment bien gagné en France. Ensuite, a couru une listed. Non, on a gagné une listed en Allemagne. On s'est raté dans un groupe en Italie. Et Soft Winds, le numéro 10, alors pour être 3-4, pourquoi pas, parce qu'on court plutôt bien la dernière fois. J'avais bien aimé. Donc, et on a l'attraction, l'attraction non, mais on a une super origine, c'est le 15 Shaha qui a couru 2 fois dans sa carrière, l'entraînement de John et Taddy Gosden, avec Kieran Schumacher qui font le déplacement. On a les origines pour aller sur plus long. Il y a juste le manque d'expérience peut-être. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après là, je pense que c'est un choix du cœur qui vous vient. C'est ça. Mais on est comme sur moi pour avec l'Emserbat, tout là, c'est vraiment le cœur qui parle. Après, bon, moi, de mon côté, l'Emserbat, je pense pas que ça aura encore la pointure. Je pense que ça va encore besoin de progresser. Mais on est en 42 de valeur avec les Australiennes. Bon, ça peut être un pari spéculatif, du moins. Mais c'est vrai que Galaxy des Vegas sera vraiment ma favorite de cette épreuve, je pense. On va passer à la 7e, c'est le prix Isolabella, un fonds européen de l'élevage. Encore une listed sur 1600 mètres pour les 3 ans, les juments de 3 ans et plus. Je trouve qu'elle est compliquée cette course-là. J'ai pas vraiment de. Qu'est-ce que tu vois dans cette course? Mais c'est pas une course facile, d'autant plus qu'on a quand même pas mal d'étrangers qui nous viennent tout droit de Grande-Bretagne. On sait que les déplacements sont toujours c'est bien réfléchi. Par contre, moi, il y a vraiment cette candidature de Dolerina qui m'intéresse. On la connaît, elle est déjà venue chez nous et elle s'était classée 3e du réservoir d'Auvillé, derrière Tulipa Shop, Aventure, devant Extraordinaire. Ce sera avant coup, je pense que ce sera ma base de cette épreuve. En plus, on a vu un très mauvais parcours. T'es 3 néo-vents tout le parcours. Donc, complètement. Et c'est ce qui fait que je vais la retenir très très haut dans ma sélection. Parce que pour moi, c'est une très bonne base. Bon, bien évidemment, il y a des O'Brien qui font des déplacements avec leur jockey. Mais je pense que Dolerina, ça risque de... Enfin, moi, je serais déçu qu'elle participe activement à l'arrivée quand on prend vraiment ce réservoir d'Auvillé, ce réservoir de Deauville du moins, où elle a connu un parcours exécrable et vu le lot... Oui, le lot était très bon. Derrière, si on va faire des jeux combinés, on a la Sparksfly qui vient de gagner à Saint-Cloud, mais qui adore le terrain lourd, qui va aller devant. De là à refaire le coup, ça me paraîtrait surprenant. En plus, on en rend du poids à tout le monde dans cette course-là. On a qui d'autre? On a Takama qui s'était classé 2e dans cette course-là, qui avait pas eu un parcours facile le 6. Alors on a Uncanny et Vasda le 8 et 9. Bon, je pense pas. Oui, c'est des chances, mais pas non plus. On a Rolika qui avait bien couru c'était dans les Guinées à Newmarket, le numéro 12, et qui depuis n'a pas vraiment répété avec un jeune jockey que je ne connais pas, Johnny Pitt, le numéro 12. Et le 13, Arola, c'est un peu le même profil que la Gosden dans la précédente, qui a couru 2 fois, qui a gagné 2 fois très facile, mais contre l'eau, pour le moment, on n'a pas de recul. Oui, mais peut-être à prendre en considération pour Arola qu'elle avait gagné très facilement donc à Leicester avec un terrain lourd ce jour-là. Oui, voilà, oui. Aptitude au terrain, ça, il n'y a pas de doute. Mais en tout cas, c'est une course qui est un peu qui est ouverte, qui n'est pas si simple. La 8e et la dernière ici à Saint-Cloud, c'est la 2e épreuve handicap. Moi, j'aime bien les deux. Alors, c'est mon abonnement, je l'adore celui-là. C'est Léopard du Sioux, le 4, qui vient de bien gagner à Chantilly. Dans la même course, on avait Orange Vif pour le même entraînement, qui avait refait toute la ligne droite. Donc, c'est j'ai dit le 4 et le 11. Est-ce que tu vois autre chose ou pas? Oui, moi j'aime beaucoup Laurent. Laurent, je me souviens que si je ne dis pas de bêtises, il avait gagné son quintet c'était pas à Nantes. Il avait gagné une première épreuve où c'était à Lattès, je crois. Et honnêtement, celui-là, c'est vraiment un cheval avec qui j'ai gardé l'abonnement. On voit que là, il vient de refaire sur place après une disqualification, je crois, à Lattès. Et là, il vient de faire 2e en terrain très lourd avec inclination, enfin un lot assez correct. Et je vais garder l'abonnement pour Laurent dans cette épreuve. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Un cheval qui adore. Et pour Monsieur Cassiop aussi. Oui, Monsieur Cassiop aussi, qui vient de remontrer sa forme dans un top 5. Et Laurent qui adore le terrain lourd également, ce cheval-là. Bon, voilà. C'est ça. Et si on regarde bien, Monsieur Cassiop, sa dernière sortie, c'était dans le quintet où Joe Spirit s'imposait devant Tigre et Tumbler.
Moi, on part du principe où si on met du coup Tumbler ou Tigre dans cette épreuve-là, ils seraient écrasés d'argent puisqu'ils courent l'épreuve du dessus. Ils auraient tous les deux une bonne chance avant coup. Alors ouais, je pense que Monsieur Cassiop, les Australiennes, la distance qui ne va pas le déranger puisqu'il vient de faire 5e du quintet qu'on a évoqué. Je pense que Monsieur Cassiop, ça va être une très bonne base et je vais garder derrière mon abonnement à Laurent. Ouais, c'est vrai que tomber en deuxième épreuve, c'est peut-être une aubaine pour monsieur Cassiopée. Honnêtement, oui. Ouais. Je pense que je vais pas dire que c'est mon chocolat de ce jour, mais je pense que ça va lutter activement pour le succès. Voilà pour Saint-Cloud dimanche. Il y a une réunion le matin à Marseille-Borelli. On a un terrain annoncé à 3,7. Alors, ça date de quand ce terrain-là? Il date d'aujourd'hui, à midi. Donc, à 3,7 pour le moment, à voir s'il y aura des pluies ce week-end à Marseille. On a 8 courses au programme. On va commencer par la première. C'est une course pour les amateurs. Avec toi, Karl. Ouais. Très très peu de partants. Une petite course à 5 partants. Je vois qu'on a Lara Leger que j'apprécie d'ailleurs. Je monte pour elle à Mont-de-Marsan avec Clément Cadel. Mais à la Sancho, cheval qui vient de faire 2e, la lutte pour la cravache, dont j'ai perdu le nom, la cravache des Cavalières. Donc ouais, je pense que ça va lutter. Je pense que ça risque d'être premier ou deuxième. Il faudra battre le choix sûrement de Florent Guy et Docteur Tournesol. La deuxième, on est sur une classe 2 pour des 3 ans. J'avais vu l'ordre de voir le 3, l'As Darling, et pourquoi pas le 4 Palma Rolla. Ouais. Je pense que l'ordre de foire, c'est vraiment la base. On sait qu'il a déjà, couru des lots bien plus relevés dans sa carrière, dans sa jeune carrière de 3 ans. Donc ouais, c'est vraiment mon favori de cette course. Dans la troisième, on va essayer de faire un peu plus vite, c'est un réclamé. Tu es sur qui dans ce réclamé, Karl? Dans ce réclamé, je partirais sur le haut du tableau avec Isa Step. Et ouais, pourquoi pas. On a plutôt bien couru le 4 Spirit Grey, pourquoi pas pour un outsider. Indian Pacific, je sais pas quoi en penser. On vient de très mal courir la dernière fois. C'est plus le Indian Pacific qu'on a connu, mais pourquoi pas réclamer. Voilà. La quatrième. Et Sleepy Suzy, également Sleepy Suzy, qui a une réussite insolente dans les courses à réclamer. Donc moi, je partirais sur le 2 et le 1 dans ce réclamé, dans la troisième course de Bordeaux. La quatrième, c'est un handicap pour des 4 ans et plus sur 2100 mètres. J'avais vu Max Verse le 5 et j'ai toujours adoré, c'est un peu un petit abonnement, le Béginio le 9. Oui, alors là, je vais vous contredire. Je pense. Par contre, moi, je suis vraiment très, très, très confiant avec Force Tranquille. Force Tranquille, c'est la montre de Cheyenne Bands pour Monsieur Chotard, son ancien patron, qui a 3 kg de décharge, 3,5 kg de décharge. Force Tranquille, il gagne à Borelli. Derrière, il fait 3e à Vivo avec Marc Nobili, sans décharge. Là, honnêtement, c'est un engagement rêvé. Moi, je suis vraiment très, très, très confiant pour Force Tranquille. Très bien. Alors, on note. La cinquième, c'est une classe 2 sur 2000 mètres pour des 2 ans. On a un Sternberg qui est vaincu en 2 courses, le numéro 2, qui vient de bien gagner. On a également MS Wood qui a changé d'entraînement, il me semble. On est chez Nicolas Perret maintenant, on était entraînement Côtier. Côtier. Ouais, c'est ça. Chez Monsieur Côtier. Est-ce qu'on est sur ce deux choix-là ou pas? Ouais, je pense que Sternberg devrait lutter pour le succès. Voilà, cheval d'une noble régularité qui gagne une classe 2 la dernière fois. Donc je pense que le 2, le 1 et le 4 passent 6, parce que l'expérience est quand même très important. Ouais. Voilà, je pense que c'est 3 bonnes bases pour un top 4. La sixième, c'est la 15e étape du défi du galop, c'est le Grand Prix de Marseille sur 2000 mètres. On a peu de partants, mais de bonne qualité. Oui, on a des déplacements qui sont effectués, par exemple d'Ilawar, la montre de Stéphane Ladjage, toujours présenté à bon escient, comme on dit. Mais il y a Morphe One. Morphe One, honnêtement, c'est vraiment mon chouchou. À chaque fois qu'il a gagné, j'étais présent. Et je pense que Morphe One et Dilawar vont lutter, le 2 et le 1. Moi, je rajoute, j'ai toujours bien aimé, il n'a pas de back-tête, c'est le 4 baie d'argent, qui a toujours montré la qualité, mais bon, c'est pourquoi pas. Et le 6 Perle Rouge, on va être bien mieux. La dernière fois, on était beaucoup trop loin sur plus court, on va monter à l'arrière comme d'habitude, mais faut pas l'enlever si on va faire des top 4 hors dans cette course-là. Ah oui. Ouais. Quelque chose à rajouter, Karl? Non, c'était ce que j'ai pas précisé, c'était un top 4 ordre. Oui, voilà. La 7e, on va faire un peu plus vite. Là, handicap de catégorie divisé pour les 4 ans
Et plus, qu'est-ce que tu as vu dans cette course? Dans cette course, moi j'aime beaucoup le blanc-bleu pour l'entraînement côtier, la montre d'Hugo Beignet, qui a bien couru à Vivo d'un dernier lieu. Voilà. Le numéro 3. Oui, c'est ça. Et ensuite, on est sur... oui, c'est la dernière. Même chose à peu près. Qu'est-ce que tu as vu dans cette course? Dans cette course, moi j'ai Rabat qui ne devait pas du tout se trouver là-dedans avec Cheyenne Bands. Il y a eu quelques éliminés juste en dessous, donc on se retrouve avec un haut de tableau en 25,5. J'insiste encore sur les 3,5 kg de décharge de Cheyenne Bands. Engagement rêvé, on voit qu'on a un bas de tableau en 15. Rabat, toute première chance dans ce lot. Je pense que Cheyenne Bands va lutter pour le succès. Voilà, pour Marseille dimanche matin. On va passer à Deauville samedi. Il y a une course en semi-nocturne. On va commencer à 16h42 avec la première. C'est un réclamé. Est-ce qu'on va aller sur réclamé pour des 3 ans? On va aller sur Princesse Saphir le 6 qui vient de montrer sa belle forme à Clairefontaine dernièrement. Complètement. Princesse Saphir, elle a réussi dans cette catégorie. On voit que c'est 4 courses, je crois, dernièrement à réclamer. C'est 3 victoires, une deuxième place. Bon, je pense que ça va pas taper loin. Et derrière, on peut, alors malgré son poids, le Last Bad Boy vient de bien courir à Saint-Cloud. Voilà, j'ai toujours bien aimé Emprestar, mais sa dernière course n'est pas très bonne. On a le petit poids avec la décharge de Marie Vellon. Oui, complètement. Vous avez évoqué mes 3 favoris de cette épreuve. Et en 4e, je rajouterai pour un top 4 ordre un Vision World. Très bien, le numéro 3. Le numéro 3, excusez-moi. Ouais. La deuxième, on est sur c'est une réunion 100% PSF, on rappelle. On est à un handicap de catégorie pour les 3 ans, 1300 mètres. On a Tenorns qui est la plus haute valeur de la course, 60 kg. Est-ce que c'est ton gagnant ou pas, le numéro 1? Honnêtement, oui, je comprendrais pas s'il était battu. Alors oui, je suis d'accord. En tout cas, c'est une vraie base pour être 1 ou 2. Moi, j'ai toujours bien aimé Damien, le numéro 3, alors qu'il vient de 2 courses dans les jambes maintenant, mais 2 courses avec des parcours horribles, nez au vent. Là, on est associé avec Christophe Soumillon. On a les œillères, il me semble, pleines pour la première fois. Donc pourquoi pas ce 3 Damien si on veut jouer un contre. On a le 5 Wapi également à reprendre, qui aime bien ce parcours à Deauville. Et, complètement. C'est mon deuxième favori derrière Tenorns. Je pense que c'est le seul qui peut venir l'inquiéter. Très bien, le 5 Wapi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, très bien. La troisième, on est sur toujours 1300 mètres PSF, une course à condition pour des 4 ans et plus. On est sur quoi dans cette course-là, Karl? Cette course, elle est très 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 ouverte. On a pas mal de chevaux qui sont assez réguliers. Je pense à Mafalda Story, toujours à l'arrivée. Mais moi, je rejette mon dépourvu sur Black Lives Matter. Du haut de ses 5 ans, toujours présent, toujours à l'arrivée. Marie Vellon qui s'en sert vraiment, qui s'en sert très bien. Elle a gagné sur son avant-dernière sortie. Alors ouais, ce sera vraiment mon favori. Le 2 Black Lives Matter, ils l'ont remis les œillères cette fois-ci. Ils l'avaient oublié pour la course de Cavalière. Oui, complètement. Et je pense qu'avec les œillères, d'ailleurs, Rose Vallée aurait gagné. Je pense aussi. Dommage pour elle. Et derrière, il y a Grebel qui vient de bien courir. On a le numéro 6. Je suis d'accord avec toi pour Mafalda Story, le 8. J'aurais dû non partant, c'est dommage. Ça aurait été une bonne chance, le numéro 13. Et pourquoi pas rajouter, alors ça faudra avec cet entraînement, faudra voir la cote. Mais Klein de Star, si on le retrouve bien, je ne me rappelle plus trop de sa dernière course, le 3, ça peut être pourquoi pas une bonne chance également. Oui, et Rich Kamaya d'ailleurs derrière qui se retrouve sa distance, les 1300 mètres, oui, le 7. Et une PSF qui fonctionne. C'est on va dire une petite rentrée, je ne sais pas, il faudra voir ce que dit son entraînement avant la course ou dans les médias. La quatrième, c'est une classe 2. Alors moi j'ai toujours adoré le 4 Siam Paragon. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Siam Paragon, quel phénomène, le cheval d'une vie, comme on dit. Honnêtement, ouais, non, c'est une base incontournable. Qui adore la PSF, qui s'est baladé sur 1300 mètres. Là, on est sur 1500. Derrière, on pourrait mettre qui dans cette course-là? Je vais suivre le Nomade pour sa rentrée. Voilà, c'est un cheval qui me tient à cœur, la Kazakh de Mathieu Offenstadt. Alors ouais, le Nomade, ce sera mon deuxième choix. Je pense qu'il va bien courir pour sa rentrée. Le numéro 7. On rappelle, et derrière, on a Racan qui fait un peu toutes ses courses, le numéro 3. Ça peut être une base, pourquoi pas, pour être deuxième, troisième, si vous faites des... Non, il n'y a pas de top 4 ordre, là, il y en a 11, un top 4, tout simplement. Hein, pourquoi pas une base pour être dans les 4. Le 2 Apax également est une chance. Et on a une course dans les gens, je ne me trompe pas maintenant. Ah non, on l'a pas revu depuis longtemps. C'est Sous la neige qui est toujours bien apprécié. Mais voilà, en tout cas pour la gagne, c'est vrai que Siam Paragon, je serais déçu qu'il ne gagne pas cette course-là.
Ouais, complètement. Je pense que l'entourage s'attend à gagner aussi, je pense. La 5e, on a réclamé pour des 2 ans. Alors là, je sais pas quoi dire. J'imagine G. Barbara en voyant ce réclamé de 2 ans. Je sais pas quoi dire. Là, Ouais. Très, très, très compliqué, honnêtement. C'est. Ouais, il n'y a pas. Même Miemaou qui devrait logiquement s'imposer. Il a déjà bien couru dans cette catégorie-là, 3e à Chantilly au mois d'octobre. Ouais. Oui, honnêtement, là, soit vous faites l'impasse, soit alors vous avez des convictions, vous voyez une cote qui vous intéresse, mais c'est vrai que c'est difficile de vous conseiller dans cette course-là. Moi, je fais l'impasse, personnellement. Ouais, mis à part le numéro 2, Miemaou, honnêtement, je vois pas. Il a le coup à réclamer une fois, 3e. Peut-être à reprendre ceux qui ont couru une seule fois, c'est-à-dire on avait le Marcel Roland, c'était le 5, pourquoi pas reprendre, mais voilà, c'est vraiment timidement. La 6e, on est toujours sur la PSM, 1400 mètres. J'ai adoré la dernière course du 5 Liberté. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, il m'avait tapé dans l'œil également. J'avais aussi noté la candidature de Templeton. Le 8. Voilà, dernièrement, on ne sait pas trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'il est resté sur des bonnes sorties. Je le vois finir 2e d'Améden à Cannes-sur-Mer en se disant que la prochaine, c'est pour lui. Il confirme en faisant 3e, derrière, on confirme en faisant 2, mais derrière, on reste sur notre fin. 10e à Clairefontaine, 10e à Cran Handicap. Ouais. Mais je vais le retenir. Et pourquoi pas rajouter le 7 Go With Roses qui avait montré des moyens à un moment en début d'année. Mais le 5 Liberté, moi, je vais dire, à revoir sa dernière course, c'était vraiment très, très, très bien. Ensuite, la 7e, 2500 mètres à réclamer pour des 4 ans et plus. Tu vas sur qui dans cette course-là? Dans cette course, elle est quand même assez ouverte, mine de rien, pour un réclamer. On voit qu'on a des candidatures qui tapent dans l'œil. On a Moukoko. Oui. Moukoko, habitué des réclamés, qui vient souvent vers chez moi au Croisé-la-Roche. Il fait toujours l'arrivée de ces réclamés-là. Moi, j'invite à le retenir assez haut pour ce top 4. Derrière, peut-être Hermeville. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Hermeville, pareil, habitué des réclamés. Il a gagné à Amiens en dernier lieu au mois de septembre. Moi, je pense que c'est une bonne base. Je ne sais pas quoi penser du 4 Lorenzo De Medici qui commence à baisser en valeur avec la décharge de son jockey Giovanni Sias. Qu'est-ce qu'on peut en penser? On est peut-être en top weight en plus. Non, pas top weight, mais la plus haute valeur de la course. On a présomption le 6 qui aime bien cette PSF de Deauville. Et j'ai bien aimé sa dernière course. La dernière fois, c'est le 10 Mounadram qui a déjà fait l'arrivée dans cette course-là sur 2500 mètres à Deauville, qui est en 22 de valeur. Tant la décharge de son jockey Maxence Marquette, pourquoi pas pour un outsider. Ouais, on a Reventador, du coup, ce fameux top weight de l'épreuve aussi, qu'il faut pas négliger, mine de rien. C'est que sur une ancienne valeur, ça peut être très intéressant. Et on lui remet les œillères australiennes. Ah, voilà, très bien. Et la 8e, la dernière, on est même sur 2500 mètres toujours. C'est une course à condition, une classe 2 pour des 3 ans. Est-ce qu'on part, alors dis-moi si je me trompe, du 4 Will Scarlett, du 7 Olats de Vega et du 2 Tiger Rock? Voilà, on a tout dit. Ouais, c'est ça. On peut même partir, je serais déçu que le 4 ne s'impose pas quand même, Will Scarlett, qu'on a vu courir. Il a couru une course école dernièrement à Chantilly. Il était battu, alors je crois que c'était Madame Jourdain ce jour-là, qui était à Chantilly, qui a répété derrière quand même, et qui est une bonne valeur. Mais tu es d'accord avec moi là-dessus? Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, pour la note, on voit que le second de sa victoire à Chantilly, c'est Retouch qui a gagné sur la sortie suivante, une fois qu'il était battu par Will Scarlett. Bon, et ben voilà Dominique, on a fait tout le plat pour ce week-end. Ah ben bravo messieurs. Merci Karl, et encore une fois bon anniversaire, soyez sages ce soir. Il a 20 ans aujourd'hui, il s'appelle Karl Wojciak, il est agent de jockey, on le retrouvera dans Radio Balance très 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 prochainement. Attention, j'espère que vous avez la chance du nouveau et que nous avez donné beaucoup de choco. Merci Karl Wojciak. Merci infiniment, merci à vous et bon courage, bonne fin de journée. Ainsi s'achève ce numéro de Radio Balance. On remercie Samy Boisa qui était à la réalisation, Gilles Curins qui était au prono
avec Alexandre de Koopman, nos invités bien évidemment. Vous avez entendu Frédéric Schramm pour le lancement de Bilto. Le numéro 1 est en kiosque depuis ce matin. Numéro détente, numéro spécial week-end où on a des courses, on a du foot et on a tout ce qui va plaire à Gilles Curins, du jardinage, de la cuisine, parce que c'est lui qui cuisine à la maison. On a entendu Grousseau nous parler de juchouatterie et de son activité de directeur général d'Arcana Trot, ainsi que du haras qu'il anime, le sien, le haras du Mont-Goubert, situé dans le Calvados, à Beuvron-en-Auge. Et on remercie également Olivier de Seyssel, vice-président du Trot, vice-président de la filière équine, où on a débriefé en long, en large et en travers la manifestation d'hier à Paris, manifestation historique en plein centre de Paris, entre la place d'Enfer-Rochereau et la place Vauban, derrière les Invalides. Ainsi s'achève ce numéro de Radio Balance, en partenariat bien évidemment avec Génibet. Même endroit, même heure, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite, ciao ciao.